Bienvenue à cette vidéoconférence de l'Association Libre Penseur Athée, ou LPA, basée à Montréal, au Québec, au Canada. Je me présente, David Rand, président. Nous, Libre Penseurs, sommes convaincus que la visibilité publique des athées en tant qu'athées est d'une importance capitale. De plus, nous sommes d'avis que la franche critique des religions et de toutes les religions, de toute croyance surnaturelle, est non seulement un droit citoyen, mais une nécessité et un devoir. Au meilleur de nos connaissances, notre association LPA est la seule association explicitement athée au Canada qui appuie la laïcité, la vraie, la laïcité qui comprend la séparation entre religion et État, qui appuie donc la loi sur la laïcité de l'État au Québec. Nous sommes intervenus devant la Cour supérieure du Québec en appui à cette loi. Nous avons deux sites web principaux, un en français, l'autre en anglais. Nous avons aussi des pages et des groupes Facebook, des comptes Twitter, ainsi qu'un groupe Meetup. Pour connaître nos prises de position et nos activités, par exemple, nos rencontres mensuelles comme celle-ci, je vous invite à vous informer à l'aide de ces ressources. En particulier, pour notre déclaration de principe, veuillez consulter notre manifeste athée sur notre site web français www.athéologie.ca. Aujourd'hui, nous avons un invité qui a joué et continue à jouer un rôle majeur dans la défense de la loi 21, Maître Guillaume Rousseau, auteur principal du livre La loi sur la laïcité de l'État, philosophie, genèse, interprétation et application, qui nous présentera aujourd'hui. Nous vous demandons de fermer vos microphones durant la conférence. Après la conférence, il y aura une période de questions où nous vous demandons de soumettre vos questions par le chat sous forme de texte. Et sur ce, je passe la parole à mon collègue, Maître Pierre Cloutier, qui nous présentera notre conférencier. Pierre. Écoutez, je pense que David a pas mal tout dit, mais j'ajoute simplement que Guillaume Rousseau, c'est un des spécialistes du droit concernant la laïcité, toutes ces questions-là. C'est un professeur de droit constitutionnel à l'Université de Sherbrooke, c'est un docteur en droit. Il a représenté le MNQ, le mouvement laïque, pardon, le MLQ, lors de la contestation dans la cause A contre le procureur général du Québec. C'est un spécialiste et à mon avis, c'est quelqu'un de très, très, très rigoureux sur cette question-là. Il a évidemment, comme nous, évidemment, un engagement, mais c'est quelqu'un de très rigoureux. D'ailleurs, on le voit d'ailleurs avec son livre qu'il a écrit là-dessus. Alors, tout ce que vous voulez savoir sur la loi 21, le professeur Rousseau peut vous le dire. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne conférence. Je laisse la parole au professeur Rousseau. Alors, bonjour. Je présume que tout le monde m'entend bien. Faites-moi, oui, parfait, merci. Alors, d'abord, merci aux libres penseurs athées, à David Rand, à Pierre Cloutier, à toute votre équipe là, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir parler de laïcité. Puis effectivement, on le disait, je pense, à l'instant, c'est beaucoup pour mon bouquin, mon engagement, qui fait que je connais bien le sujet, mais c'est, je pense, beaucoup mon livre. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici, Loi sur la laïcité de l'État, commenté, annoté, philosophie, genèse, interprétation et application. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon livre et je vais tout de suite faire la petite minute publicitaire, ce sera tout de suite. Comme ça, si jamais il y en a qui veulent se procurer le bouquin, là, vous pouvez écrire à mon éditeur, donc aux éditions avec un s.droit @usherbrook.ca. Donc, édition avec un s.droit @usherbrook.ca. Donc, c'est les éditions de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Donc, je vais vous parler de mon bouquin. Puis ensuite, dans la période d'échange, bien là, on pourra peut-être parler peut-être plus du jugement. J'ai l'impression que c'est peut-être ça on pourra parler du bouquin de la loi, mais je pense qu'on va pouvoir aussi discuter ensemble là, du jugement, puisque c'est un développement récent. Donc voilà. Mais d'abord, quelques mots sur le livre. Le livre étant évidemment un livre portant vraiment sur la loi. Donc, quand je dis que je vais parler du livre, c'est donc que je vais parler de la loi. Peut-être préciser que ce n'est pas un livre que j'ai fait tout seul. Je l'ai fait tout avec une équipe d'étudiants au doctorat. Éric Poirier, Nicolas Proux, Idriss Moukagni, François Côté, dont on parlait tantôt, et Chiara Marabolduc. Et j'ai également Julie Latour, que vous connaissez bien, maître Julie Latour, qui a signé la préface du livre. Donc, ce que je souhaite faire avec vous, c'est vous présenter le livre, donc avec son contenu. En même temps, ça va vous permettre, pour ceux qui ne sont pas juristes, ça va vous permettre de voir c'est quoi ce qu'on appelle une loi annotée
ou une loi commentée. Dans ce cas-ci, une loi commentée et annotée. Vous verrez ce qu'on entend par là, nous les juristes. Et ensuite, je vais m'attarder à 2 articles qui portent finalement sur la liberté de conscience, surtout d'une part, et d'autre part, le droit à des services publics laïques. Et je défends la thèse que le droit des services publics laïques, consacré par la loi sur la laïcité, est en fait un droit fondamental. Donc, il y aura une partie de mon exposé qui est non seulement descriptif, là, mais il y a vraiment une thèse derrière ça. Mais d'abord, donc, petite description du bouquin. D'abord, j'ai une première partie du bouquin qui est plus philosophique. Et cette partie-là du bouquin, à elle seule, pourrait faire l'objet d'une conférence. Donc, j'essaie de situer la loi sur la laïcité par rapport au libéralisme, par rapport au républicanisme, Rawls, Charles Taylor et tout. Donc, c'est ma partie plus philo parce que c'est reconnu par la Cour suprême dans la jurisprudence que la philosophie d'une loi peut servir à l'interpréter. Donc, moi, je débute le bouquin par une partie plus philo, puis ensuite, ça me permet à certains moments dans le livre de dire, bien, tel article, peut-être qu'il faudrait l'interpréter de telle manière à la lumière de la philosophie derrière cette loi-là. Ensuite, suivant le principe de ce que c'est qu'une loi annotée, je prends le titre de la loi, puis ensuite, chacun des considérants de son préambule, puis ensuite, chacun des articles de la loi, puis ensuite, les annexes avec chacun des paragraphes dans les annexes. Et à chaque fois, je commente et j'annote chacun, par exemple, des articles de la loi. Donc, c'est vraiment ça, une loi commentée, annotée. C'est on prend la loi, puis on la décortique, puis à chaque article, on commente comment l'interpréter, des choses comme ça. Alors, c'est ce que je fais. Puis moi, je fais ça à l'aide de 13 rubriques. Donc, il y a l'article de loi, son texte, puis ensuite 13 sous-catégories d'informations que je donne pour mieux comprendre chacune des dispositions de la loi. Et ça peut paraître beaucoup, 13 rubriques, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que, comme vous le savez sans doute, j'étais conseiller auprès du ministre Jolin Barrette au moment de l'élaboration, de l'adoption de la loi. Donc, j'ai forcément eu accès à tous les documents sur lesquels on s'est basé pour rédiger la loi. Donc, la jurisprudence, les lois étrangères, tout ça, eh bien, j'avais ces caisses-là pleines de documents quand j'ai quitté le cabinet du ministre, parce que la loi avait été adoptée, c'était la fin de mon mandat. Et donc, j'ai rédigé le bouquin à partir de ces sources-là. Donc, c'est presque de l'archéologie. Hein. Si j'avais été un chercheur qui n'avait pas été conseiller politique, ça aurait été extrêmement difficile de pouvoir ramasser, j'allais dire, recueillir tous ces documents-là. Mais là, comme j'avais été au cœur de l'action, je pouvais vraiment reprendre tout ça et m'assurer, évidemment, de respecter les règles de confidentialité. Là, après ça, j'ai fait des demandes d'accès à l'information pour être sûr que ce que je mettais dans le livre, c'était des informations publiques. Alors voilà essentiellement comment j'ai procédé. Première rubrique, donc pour chaque article, la première des rubriques, c'est ce que j'appelle les commentaires des auteurs. Donc, ce que je fais dans cette partie-là, c'est que j'explique vraiment, selon moi et selon les autres auteurs du livre, qu'est-ce que signifie cet article-là et comment on l'interprète. Donc, par exemple, l'interdiction du port de signes religieux. C'est quoi un signe religieux? Est-ce que c'est interdit de porter quand on est à la maison puis qu'on fait une tâche pour l'employeur? Bon, des choses comme ça. Donc, vraiment, comment interpréter l'article? C'est ce que je propose dans ma partie commentaire des auteurs. Je précise si c'est du droit nouveau ou si c'est une autre disposition d'une autre loi qui a été reprise dans la loi 21. Et essentiellement, cette partie-là, commentaire des auteurs, c'est la plus-value du livre. Ce sont mes commentaires. Et les 12 autres rubriques, finalement, c'est les sources pleines d'informations dont je me sers dans la partie commentaire des auteurs. Ensuite, j'ai les commentaires du ministre. Donc, pour chaque article, je reprends les propos du ministre, donc les extraits des archives parlementaires où le ministre nous explique qu'est-ce qu'il entend par tel ou tel article. Parfois, j'ai d'autres commentaires de d'autres parlementaires, des échanges. Vraiment, j'étais là lors des archives parlementaires, lors des débats parlementaires. Je les ai relus. Donc, je suis vraiment allé chercher les passages les plus importants pour dire à chaque fois, voilà tel article, quel échange entre le ministre et tel groupe ou les porte-paroles de l'opposition, quel échange permet de mieux comprendre l'article. Ensuite, j'ai une rubrique commentaires du ministère du Conseil exécutif. Donc, ça, c'est les fonctionnaires du ministère du Conseil exécutif, donc du ministère du Premier ministre. C'est les fonctionnaires qui ont rédigé la loi et qui ont eux-mêmes préparé un document commentant chaque article. Donc, je les reproduis dans mon livre. Ensuite, j'ai les amendements. Les amendements adoptés,
les amendements rejetés. Donc, les partis d'opposition et aussi le Parti québécois qui était favorable à la loi et les partis d'opposition qui étaient contre ont déposé les amendements. La plupart du temps, les amendements ont été rejetés. Quelquefois, ils ont été acceptés. D'autres fois, c'est le gouvernement qui a déposé des amendements. Donc, on les retrouve dans le livre, tous les amendements qui ont été adoptés, rejetés. Alors, c'est vraiment, quand je vous dis que c'est un travail d'archive, c'est vraiment là qu'on le voit bien. Et parfois, le fait que tel amendement a été rejeté, ça nous fait comprendre que le législateur ne voulait pas de telle interprétation, ne voulait pas de telle règle. Donc, il a rejeté un amendement. Après ça, on ne peut pas interpréter l'article comme si l'amendement avait été accepté. Donc, c'est l'objectif de cette partie-là, de vraiment voir l'historique de la loi pour ensuite mieux l'interpréter. Ensuite, j'ai une partie loi antérieure, parce que vous savez qu'avant la loi sur la laïcité, il y a eu la loi sur la neutralité religieuse, donc la loi 62 adoptée par les libéraux, mais en même temps, la loi 21, elle n'a pas abrogé cette loi sur la neutralité religieuse, cette loi 62, elle n'a pas été abrogée, mais la loi 21 est venue la modifier. Donc, moi, je reproduis dans le livre la loi 62 comme elle existait avant la loi 21, pour voir c'était quoi le droit, c'était quoi la loi avant la loi 21. Comme là, ça nous permet de mieux comprendre comment la loi 21 vient apporter du nouveau, vient faire évoluer les choses. Autre rubrique, les projets de loi antérieurs, parce que depuis, je pense que c'est autour de début des années 2010 qu'il a commencé à avoir des projets de loi sur la laïcité. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque famille politique en a déposé un. Hein. Il y a eu la Charte des valeurs du Parti québécois, le Parti libéral a eu sa loi 62, mais aussi Fatima Ouda-Pépin, une ancienne députée libérale, a eu son projet de loi. Françoise David, Québec solidaire, a eu son projet de loi à l'époque où le parti était favorable à la laïcité. Alors, on a tous ces projets de loi-là et on voit que tous ces projets de loi-là ont influencé la loi 21, qui est vraiment l'aboutissement d'une dizaine d'années de projets de loi puis de débats. Donc, on voit que la loi 21 s'inspire de tout ça. La loi 21 va moins loin que la Charte des valeurs du Parti québécois, mais plus loin que la loi 62 des libéraux. Donc, on voit vraiment que c'est l'aboutissement de cet historique parlementaire qu'on peut voir dans le bouquin. Ensuite, j'expose un peu les lois connexes, les lois similaires. Des fois, pour comprendre la loi 21, il faut se référer à une autre loi. Donc, c'est ce que je fais, puis je reproduis des parties d'autres lois. Une autre rubrique, c'est la commission Bouchard-Taylor. Parce que même si la loi 21 ne reprend pas tout le rapport Bouchard-Taylor, va un petit peu plus loin à certains égards, c'est quand même largement inspiré de certaines des recommandations. Donc, chaque fois qu'un article de la loi 21 est inspiré d'un extrait du rapport Bouchard-Taylor, j'ai reproduit l'extrait du rapport Bouchard-Taylor. Ensuite, j'ai une autre rubrique qui est doctrine. Ce qu'on appelle la doctrine en droit, c'est essentiellement lorsque des juristes, donc des avocats, des notaires, des professeurs de droit, écrivent des textes sur des questions de droit. On appelle ça la doctrine. C'est presque une source de droit. C'est pas de la jurisprudence, mais disons que ça a un certain poids devant les tribunaux. Et donc, je suis allé chercher tous les textes qui ont pu exister avant la loi 21 qui proposaient une charte de la laïcité, une loi sur la laïcité. Hein, le premier de ces textes-là, c'est Paul Bégin, l'ancien procureur général qui avait fait un texte, là, une espèce de plaidoyer pour une loi sur la laïcité. Donc, je suis retourné vraiment à l'origine, les premiers avocats, les premiers juristes qui ont écrit des textes proposant une loi sur la laïcité. Et ça permet de voir d'où vient cette idée-là, comment elle a évolué à travers les années avant d'arriver à la loi 21. Alors ça, c'est une autre partie qui est fort intéressante. Ensuite, j'ai une rubrique concernant la jurisprudence relative à la loi 21. Hein, vous le savez, avant le jugement du mois dernier, il y a eu quand même 2 autres jugements sur la loi 21, 2 jugements qui ont refusé de suspendre la loi en attendant le procès. Hein, au mois de juillet 2019, le juge Hiergeau a rendu un jugement refusant de suspendre la loi. Et au mois de décembre 2019, même chose. Et à ces 2 occasions-là, donc, il y a eu des jugements rendus avec des juges qui se sont exprimés, qui ont résumé la loi, qui l'ont commenté. Alors, je reprends les extraits pertinents dans ma loi. Il y a une autre loi qui a parlé un petit peu de la loi sur la laïcité en matière de droit de la famille. Ça a été cité. Bon, ce n'est pas très important, mais je l'ai quand même cité. Le livre date, par contre, de 2020, la fin 2020. Donc, le livre date d'avant le jugement
du juge Blanchard. Donc, il n'y a pas d'extrait du jugement là, du mois dernier dans la loi comme telle. Ensuite, j'ai une autre rubrique qui est jurisprudence antérieure. Donc, parce que pour bien comprendre ce que la loi apporte de nouveau, il faut à la fois voir en quoi elle se différencie de la jurisprudence antérieure, mais aussi en quoi elle reprend des principes de la jurisprudence antérieure, et elle en reprend beaucoup, notamment l'arrêt Mouvement laïque qui a été rendu par la Cour suprême du Canada, où on est venu dire que le fait pour un représentant de l'État de pratiquer sa religion dans le cadre de ses fonctions, ça porte atteinte au devoir de neutralité religieuse, ça porte atteinte à la liberté de conscience. Donc, dans ce cas-là, c'était le maire de Saguenay qui faisait sa prière au conseil de ville, mais la même logique est vraie donc, pour les fonctionnaires qui pratiquent leur religion dans le cadre de leur fonction. Donc, dans cette rubrique-là, je cite notamment cet arrêt-là. Et enfin, j'ai une dernière rubrique qui est droit comparé. Donc, une rubrique où je vais regarder ce qui se fait ailleurs dans le monde, notamment des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est venue, par exemple, dans l'affaire d'Alab, qui est venue confirmer que c'était tout à fait légitime et justifié d'interdire le port de signes religieux par des enseignants pour protéger la liberté de conscience des enfants et la laïcité. Donc, on peut aller voir à l'étranger ce qui s'est fait, les décisions qui ont été rendues et qui ont influencé le législateur québécois au moment de la loi 21. Donc, voilà pour le bouquin. Ça vous donne vraiment une idée. Vous voyez, c'est un peu technique, c'est vraiment un truc de juriste, mais très concrètement, ça fait en sorte que si vous avez le bouquin, un journaliste vous pose une question, ou vous voulez écrire un texte d'opinion pour défendre tel ou tel point, ou quelqu'un sur les réseaux sociaux propose une interprétation complètement absurde de la loi, vous souhaitez retourner à la loi et savoir exactement ce que veut dire tel ou tel article, vous allez facilement le retrouver dans le bouquin parce que le bouquin est fait vraiment c'est vraiment une loi annotée. Donc, il y a l'article 1, suivi de l'article 2, suivi de l'article 3, ainsi de suite. Donc, c'est facile pour vous. Si quelqu'un vous dit quelque chose au sujet de l'article 4, vous n'êtes pas sûr, vous ouvrez le bouquin à l'article 4 et vous avez toutes les rubriques dont je viens de vous parler. Donc, rapidement, vous pouvez trouver l'information dont vous avez besoin pour préparer un débat, pour répliquer à quelqu'un, pour rédiger une lettre ouverte. Alors, n'hésitez pas à recourir au bouquin. Donc, ça, c'était essentiellement la forme. Maintenant, je voulais vous présenter 2 articles de la loi et je vais vous présenter également les commentaires des auteurs. Donc, seulement ma première rubrique pour chacun de ces articles-là. Le premier article, c'est l'article 2 de la loi, qui est vraiment super important, qui dit la chose suivante. La laïcité de l'État repose sur les principes suivants. 1. La séparation de l'État et des religions. 2. La neutralité religieuse de l'État. 3. L'égalité de tous les citoyens et citoyennes. 4. La liberté de conscience et la liberté de religion. Donc, cet article-là, il est en partie de droit nouveau, mais il reprend aussi des choses qui existaient déjà dans la jurisprudence. Et ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, on vient dire c'est quoi la laïcité. Donc, la laïcité, c'est ces 4 composantes-là. Donc, ce n'est pas seulement la neutralité religieuse. La neutralité religieuse, c'est une des 4 composantes de la laïcité. Donc, on vient préciser ça. Et c'est un peu nouveau parce que, par exemple, le principe de séparation de l'État et des religions, c'est assez peu présent dans le droit antérieur. Hein. Dans la loi sur la neutralité religieuse des libéraux, la séparation de l'État et des religions était mentionnée tout juste dans le préambule un peu, pas par la suite. Donc là, on vient vraiment le mettre dans la loi comme tel. La neutralité religieuse de l'État, là, oui, c'est un principe qui était déjà présent dans la loi antérieure, la loi sur la neutralité religieuse. Pour ce qui est de l'égalité des citoyens et citoyennes, le droit à l'égalité, c'est déjà présent dans les chartes des droits, mais là, c'est un petit peu différent. On verra comment tantôt. Et la liberté de conscience, liberté de religion, même chose. C'était déjà là dans les chartes des droits, mais ici, on veut faire évoluer un petit peu la jurisprudence. En ce qui concerne donc le principe de la liberté de conscience, qui est peut-être celui qui vous tient le plus à cœur, évidemment que le principe de la liberté de conscience dans la loi 21, ça s'inspire beaucoup de l'arrêt Mouvement laïque. Hein? Donc, c'est vraiment la même logique.
le maire n'a pas le droit de faire sa prière au conseil de ville parce que ça porte atteinte à la liberté de conscience, au droit à l'égalité des citoyens dans la salle, notamment les citoyens athées, hein, qui ne veulent pas qu'un représentant de l'État pratique sa religion pendant ses heures de travail. Donc, quand on parle de la liberté de conscience, au sens de l'article 2 de la loi 21, on réfère à l'arrêt mouvement laïque, mais on étend ce principe-là au-delà des conseils de ville, ce qui est de toute façon déjà dans la logique de l'arrêt mouvement laïque. Par contre, peut-être que la loi 21 est un petit peu différente, je pense, de la jurisprudence antérieure, ou du moins cherche à faire évoluer la jurisprudence dans la foulée de l'arrêt mouvement laïque. Parce que si on regarde, par exemple, la loi sur la neutralité religieuse de l'État, on parlait de la liberté de religion des fonctionnaires, mais on ne parlait pas de la liberté de conscience des bénéficiaires de services publics. Alors que c'est ça l'élément nouveau avec la loi 21, quoique c'était dans l'arrêt mouvement laïque, mais là, on veut vraiment le mettre dans une loi. On vient dire donc qu'on cherche à faire en sorte qu'il y ait un meilleur équilibre entre liberté de religion des fonctionnaires et liberté de conscience des bénéficiaires de services publics. Donc, c'est les deux qui sont importants, pas seulement la liberté de religion des fonctionnaires. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le législateur, donc la loi, intervient pour modifier le droit, alors que lorsqu'il n'y a pas de loi qui est adoptée pour faire évoluer le droit, c'est seulement les tribunaux et la jurisprudence qui font le droit. Or, qu'est-ce qui se retrouve dans les jugements, dans la jurisprudence? Ce sont les groupes qui ont assez de moyens financiers pour faire des batailles devant les tribunaux. Hein, et souvent, ces groupes-là, c'est les syndicats, les groupes religieux, qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent aller devant les tribunaux pour faire valoir leurs points. Ce qui fait qu'il y a certains jugements qui sont très favorables à la liberté de religion des employés, parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent pour aller plaider la liberté de religion des employés devant les tribunaux, alors que les athées, sauf libres penseurs athées qui les représentent, les athées n'ont pas des millions de dollars comme peuvent l'avoir les religions. Donc, il y a comme un déséquilibre des forces, des ressources entre, par exemple, les athées ou, par ailleurs, plus largement, les défenseurs de la laïcité qui ont moins de moyens financiers. Les bénéficiaires de services publics, les regroupements d'usagers de services publics, c'est vraiment pas des puissances multimillionnaires. Alors que de l'autre côté, vous avez des groupes religieux, parfois transnationaux, parfois mondiaux, donc qui vont chercher de l'argent partout dans le monde puis qui viennent au Québec pour combattre notre laïcité. On a des groupes religieux où tout le monde paye pour se mettre ensemble, ça fait beaucoup d'argent. Et il y a les syndicats d'employés qui, parfois, vont prendre les cotisations de leurs membres et, contrairement à la volonté de leurs membres, bien souvent, vont entreprendre des recours pour qu'il y ait la possibilité pour certains employés ultra-pratiquants de pratiquer dans le cadre de leur fonction. Donc, ça cause un déséquilibre du rapport de force dans l'élaboration du droit. Alors, c'est le rôle du législateur, lui, qui a une vision beaucoup plus large que les tribunaux, qui ne fait pas juste juger du cas par cas avec madame un tel, une telle, monsieur un tel, des cas très, très particuliers qui, à partir de là, fait évoluer le droit très, très lentement. Non, le législateur a une vue d'ensemble. Donc, il peut arriver et dire, ben moi, oui, je suis conscient de l'importance des employés, des groupes religieux, mais je suis aussi conscient de l'importance des bénéficiaires des services publics, des athées ou des laïcs, et je tiens compte de tout le monde, de tous les points de vue, et j'arrive avec une loi qui propose un équilibre beaucoup plus intéressant que celui de la jurisprudence qui est au cas par cas en fonction des forces de l'argent qui peuvent saisir les tribunaux. Donc, d'où le fait que la loi vient assurer un équilibre entre liberté de religion ou plus précisément libre exercice religieux là, des employés de l'État versus liberté de conscience des bénéficiaires de services publics. Donc ça m'apparaît fort important. Ensuite, l'autre chose qu'il faut dire au sujet de cet article 2, c'est qu'au Québec, notre tradition juridique, c'est la tradition civiliste. Donc, c'est d'ailleurs mentionné tout de suite au début de la loi, dès le premier considérant dans le préambule de la loi. On rappelle la tradition civiliste. Puis c'est important parce que dans la tradition du droit civil qu'on a au Québec et qu'on partage avec nos cousins français, c'est le législateur qui fait la loi. Donc, ce n'est pas le juge qui fait la loi. Alors que dans la tradition de la common law, qui est celle des autres provinces canadiennes, c'est le juge qui fait la loi. Puis de temps en temps, le Parlement
modifie un petit peu les choses, mais de manière exceptionnelle. Chez nous, c'est l'inverse. C'est d'abord la loi, d'abord le législateur, puis ensuite, exceptionnellement, les tribunaux peuvent, par leur interprétation, faire évoluer un petit peu la loi. Donc, c'est tout à fait naturel, normal qu'au Québec, on ait une loi sur la laïcité et pas seulement des jugements comme c'est le cas dans les autres provinces. Et donc, ça, je tiens beaucoup compte de cette tradition-là du droit civil et de ses principes dans l'interprétation de la loi sur la laïcité. Hein, par exemple, dans la tradition civiliste, on va dire que les principes sont d'interprétation large. Donc, l'article 2, avec les 4 principes dont je parlais tantôt, c'est vraiment d'interprétation large. Et au contraire, les exceptions, c'est plutôt d'interprétation stricte. Sinon, ces 4 principes-là, donc de l'article 2 dont je vous parlais à l'instant, ça vient du rapport Bouchard-Taylor, hein, qui disait voici les 4 principes de la laïcité, mais la loi les présente de manière différente par rapport au rapport Bouchard-Taylor. Parce que dans Bouchard-Taylor, on disait d'abord égalité, liberté, neutralité, séparation de l'État et des religions dans cet ordre-là, alors que la loi propose l'ordre inverse, séparation, neutralité, égalité, liberté. Donc, ça envoie un message. Ça, encore là, il y a une règle d'interprétation. L'ordre des principes dans un article, ce n'est pas un hasard, c'est parce que le législateur, sa priorité, c'est la séparation de l'État et des religions. C'est le principe numéro 1. Et pour les autres principes, ben, ils se limitent, entre eux, sont comme un petit peu égaux. Alors que dans le rapport Bouchard-Taylor et dans le livre de Charles Taylor et de Jocelyn McClure, on dit plutôt que liberté de religion, égalité, c'est au-dessus de neutralité, séparation. La neutralité religieuse de l'État et la séparation de l'État et des religions, ce serait seulement des espèces comment il dit ça, donc des espèces de structures, de mécanismes de structure pour mieux valoriser la liberté de religion. Mais la loi dit non, 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 tout ça, c'est sur un pied d'égalité, même la séparation de l'État et des religions est même au-dessus des 3 autres principes. Mais sinon, les principes sont là pour s'auto-limiter, le but, c'est de trouver un équilibre entre tout ça. Un bon exemple, c'est si vous avez une neutralité religieuse de l'État absolue, ben là, il n'y aurait plus de liberté de religion pour les fonctionnaires. Hein. À la limite, on pourrait dire même dans le privé, un fonctionnaire ne devrait pas pratiquer sa religion parce qu'il est fonctionnaire et donc on pourrait croire, si on le croise à l'Église, on va penser que l'État n'est pas neutre. Donc, vous voyez, ça pourrait aller très, très loin. L'autre extrême, c'est de dire s'il n'y a plus de neutralité religieuse, il y a juste le libre exercice religieux par les fonctionnaires, bien là, les fonctionnaires peuvent pratiquer leur religion, faire leurs prières pendant leur prestation de travail, baser leurs décisions de fonctionnaires sur la Bible, des choses comme ça. Donc, ça n'aurait aucun bon sens. Donc, ça, c'est les 2 extrêmes à éviter. Puis l'idée, c'est de trouver un équilibre. Hein? Il faut, oui, un certain libre exercice religieux pour les fonctionnaires, par exemple dans leur vie privée, mais c'est limité par la neutralité religieuse de l'État. Et oui, une certaine neutralité religieuse de l'État, mais c'est limité par le libre exercice des fonctionnaires. Par exemple, la neutralité religieuse de l'État ne justifiera pas qu'on limite la liberté de religion des fonctionnaires dans leur vie privée. Donc, vous voyez, c'est chacun des principes est là pour contrebalancer, pour s'équilibrer avec l'autre. Un peu comme en droit américain. En droit américain, vous avez une clause du Bill of Rights qui dit, qui parle du free exercise, donc libre exercice religieux. En même temps, ensuite, c'est non-establishment, donc non-établissement d'une religion. Donc, on dit, d'une part, il y a un libre exercice de la religion, mais d'autre part, il y a une interdiction d'établir une religion d'État, donc une neutralité religieuse qui est obligée. Et en droit américain, ces 2 principes-là, ça fait une balance et on cherche l'équilibre. Donc, c'est la même logique qu'on retrouve en droit québécois là, avec la loi 21. Donc, voilà pour l'article 2. On pourra revenir en période d'échange. Il y a un autre article sur lequel je voulais attirer votre attention, qui est l'article 4. L'article 4, mais surtout, en fait, l'article 4, alinéa 2. Pourquoi? Parce qu'il se lit comme suit. La laïcité de l'État exige également que toute personne ait droit à des institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires laïques, ainsi qu'à des services publics laïques. Donc, la loi vient consacrer un droit à des institutions et des services publics laïques. Et ça, c'est super important. Vous verrez pourquoi à l'instant.
C'est super important parce que c'est de droit nouveau. On n'avait pas ça avant. Bon, ça pouvait être un peu implicite à la liberté de conscience, mais c'était vraiment pas aussi clair. Donc, c'est nouveau avec la loi, un droit à des services, à des institutions et des services publics laïques. Et la façon qui est libellée, c'est vrai, je ne vous ai pas lu la suite, donc on dit la laïcité d'État exige toute personne a droit à des services, à des institutions, des services publics laïques, dans la mesure prévue par la loi. Donc, c'est là où, autrement dit, on vient dire toute la loi sur la laïcité vise à protéger le droit à des services publics laïques et on vient préciser, donc on consacre un droit à des services publics laïques, puis ensuite on vient dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement un droit à des services publics laïques? Bien, ça veut dire que les fonctionnaires en position d'autorité n'ont pas de signe religieux, que les services sont offerts à visage découvert, etc., etc. Donc, tout le reste de la loi vient finalement mettre en œuvre ce droit à des services publics laïques. Et la thèse que je défends dans le livre, c'est que le droit des services publics laïques, c'est un droit fondamental. Et je dis ça pour plusieurs raisons. D'abord, le droit des services publics laïques est lié à la liberté de conscience, qui est une liberté fondamentale. Donc, première des raisons pourquoi le droit à des services publics laïques est un droit fondamental. Deuxième raison, c'est que c'est un droit qui est donné à tout le monde. Bon, là, le juge Blanchard vient d'enlever ce droit-là aux anglophones, mais la logique du législateur, c'est de donner le droit à des services publics laïques à tout le monde. Donc, c'est un droit qui est universel. Et c'est une des caractéristiques qui permet d'identifier un droit fondamental. Un droit fondamental, c'est un droit qui va être universel. Ce n'est pas, par exemple, comme avant 1997, puis encore aujourd'hui dans d'autres provinces, il existait un droit à des écoles confessionnelles. Donc, vous étiez au Québec, vous aviez droit à des écoles protestantes. En Ontario, encore aujourd'hui, vous avez droit à des écoles catholiques. Donc, ce droit-là, ce n'est pas un droit fondamental parce que ce n'est pas un droit universel. C'est seulement pour les catholiques ou c'est seulement pour les protestants. Donc, à l'époque, on disait oui, il existe ce droit dans la Constitution, mais non, ce n'est pas un droit fondamental parce qu'il n'est pas universel. Alors qu'ici, avec le droit des services publics laïques, on parle d'un droit universel et ça contribue à son caractère fondamental. Les autres raisons pourquoi ce droit des services publics laïques est un droit fondamental, c'est qu'il se situe dans une loi fondamentale. La loi sur la laïcité d'État est une loi fondamentale. C'est mentionné dans son deuxième considérant. Ça découle du fait que la loi a un caractère prépondérant. Donc, la loi sur la laïcité de l'État l'emporte sur les autres lois qui sont adoptées après. Aussi, c'est une loi à laquelle il est impossible de déroger par contrat. Hein? Souvent, dans des lois, vous avez des règles, mais finalement, ce n'est pas des règles d'ordre public. Puis dans un contrat, on peut décider qu'on va échapper à la loi et qu'on va régler nos affaires avec un co-contractant de manière différente. Donc, lorsqu'on a un droit dans une loi, mais qu'on peut y déroger par contrat, ce n'est pas un droit fondamental. Ici, le droit des services publics laïques, on ne peut pas y déroger par contrat. Donc, on ne peut pas signer une convention collective qui dit on va permettre le port de signes religieux à des personnes qui n'ont pas droit. Et on ne peut pas signer, arriver puis signer à l'école. Moi, je signe un contrat avec l'école, je renonce à mon droit des services publics laïques, j'accepte une enseignante avec un signe religieux. Non, on ne peut pas faire ça parce que c'est un droit fondamental. Et ça, c'est le fait qu'on ne peut pas y déroger par contrat. C'est prévu à l'article 16 de la loi. Ensuite, une autre raison pourquoi c'est un droit fondamental, c'est que ça a été présenté comme tel. Ça, l'article 4, paragraphe 2 de la loi sur la laïcité, donc l'article qui consacre le droit fondamental à des services publics laïques, c'est un article qui a été ajouté pendant l'adoption du projet de loi. Donc, il n'était pas là au moment du dépôt du projet de loi. Il a été apporté par amendement suite à la commission parlementaire. Et c'est donc en commission parlementaire que cet article-là a été proposé. Et ça a été proposé par le collectif des juristes pour la laïcité de l'État, hein, avec un collectif composé de grands constitutionnalistes, là, Henri Brun, Guy Tremblay, Daniel Turp, André Binette. Entre autres, il y avait des juges, si je me souviens bien, dans ce collectif-là, Maître Julie Latour. Donc, vraiment, un collectif de juristes très, très solide qui a déposé un mémoire en commission parlementaire pour dire vous devriez amender la loi, ajouter un droit des services publics laïques. Et ces juristes-là ont qualifié dans leur mémoire ce droit-là de droit fondamental. Donc, c'était déjà à l'origine dans leur idée.
Le professeur Taillon avait une idée semblable dans son mémoire en commission parlementaire également. Et ensuite, on a beaucoup de gens qui disaient que le droit des services publics laïques devrait être dans la Charte québécoise des droits. Non pas dans la loi sur la laïcité ou pas seulement dans la loi sur la laïcité, mais dans la Charte québécoise des droits. Il y en a qui disaient ça. Fatima Ouda-Pépin, dans son projet de loi 491, qui a aussi inspiré la loi 21 sur cet aspect, disait aussi qu'il fallait mettre la laïcité dans la Charte des droits. Ce qui pose la question, est-ce que, puisque le droit des services publics laïques est dans une loi et non pas dans une charte, est-ce que ça fait en sorte que ce n'est pas un droit fondamental? Ben non, ça n'empêche pas le fait qu'un droit soit dans une loi autre qu'une charte des droits, ça ne l'empêche pas d'être un droit fondamental. Par exemple, dans la loi 101, dans la Charte de la langue française, il y a des droits linguistiques fondamentaux qui sont qualifiés comme tels, donc qui sont des droits fondamentaux, même si ce n'est pas dans une charte des droits. On a la même chose dans la Déclaration canadienne des droits, qui est une loi fédérale, où on a toutes sortes de droits qualifiés de droits fondamentaux et ne sont pas dans une charte des droits comme telle. L'autre argument qu'on pourrait faire valoir pour dire que ce n'est pas un droit fondamental, c'est que le droit des services publics laïques, il est garanti dans la mesure prévue par la loi. Donc, ce n'est pas comme la liberté de conscience qu'on met dans la Charte des droits, puis là, c'est la liberté de conscience en général et pas seulement au sens d'une loi. Là, c'est vous avez droit des services publics laïques dans la mesure prévue par la loi. Donc, certains pourraient dire, ouais, là, c'est plus vraiment un droit fondamental, mais non, parce que dans la Charte québécoise des droits, vous avez des droits comme ça qui sont prévus dans la mesure prévue par la loi. Donc, ça ne porte pas atteinte à leur caractère fondamental. Et l'autre argument en faveur de cette thèse-là, comme quoi le droit des services publics laïques est un droit fondamental, c'est que finalement, comme je vous disais, ce droit-là, c'est dans la mesure prévue par la loi. Et donc, toute la loi est là pour mettre en œuvre ce droit des services publics laïques-là. Et la loi est fondamentale. Donc, une loi fondamentale qui a pour objectif de mettre en œuvre un droit, bien, ça fait en sorte que ce droit-là, il est aussi fondamental. Et ensuite, autre chose qui est intéressant, c'est que le droit des services publics laïques, c'est à la fois un droit individuel, hein, c'est un droit qui est conféré à toute personne, mais c'est aussi un droit collectif, parce que c'est un droit à un État laïque qui appartient à l'ensemble des citoyens. Donc, c'est un droit à la fois individuel et collectif. Et on sait qu'il existe une telle chose que des droits fondamentaux collectifs au Québec. Par exemple, dans la loi 99 sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois. Donc, c'est la loi là, sur la réponse à la loi sur la clarté référendaire là, qui dit que le Québec peut adopter une loi, peut faire son référendum, que c'est 50% plus 1 pour gagner. Donc, dans cette loi-là, on qualifie de fondamentaux un certain nombre de droits collectifs et le droit des services publics laïques, comme je vous disais, est un droit à la fois individuel et collectif. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on démontre que notre droit des services publics laïques est un droit fondamental, qu'est-ce que ça ajoute? Qu'est-ce que ça change? Bien, ça change plusieurs choses. D'abord, ça fait en sorte que lorsqu'il y a un droit fondamental, ça fait en sorte que ça favorise ce qu'on appelle l'intérêt pour agir. Donc, parce que vous savez que pour saisir les tribunaux, ce n'est pas n'importe qui peut faire un recours devant les tribunaux pour n'importe quelle raison. Il faut avoir ce qu'on appelle un intérêt pour agir. Et le fait de consacrer un droit fondamental qui est collectif, ça fait en sorte que le procureur général du Québec va vraiment très facilement pouvoir avoir l'intérêt pour agir. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui ne respecte pas une loi, qui ne respecte pas un article de la loi sur la laïcité, le procureur général du Québec va pouvoir facilement avoir l'intérêt pour agir, saisir les tribunaux. De la même manière, puisque c'est un droit individuel, chaque citoyen pourra plus facilement saisir les tribunaux, se voir reconnaître l'intérêt pour agir afin d'assurer le respect de la loi sur la laïcité. Donc, si vous voyez un fonctionnaire qui ne respecte pas la loi sur la laïcité de l'État, vous pouvez saisir le tribunal pour forcer le fonctionnaire à respecter la loi et l'intérêt pour agir pourra vous être reconnu plus facilement parce que c'est un droit fondamental que vous possédez. Et d'ailleurs, dans les débats, dans l'histoire législative, on voit que c'était la raison pour laquelle
c'est la raison pour laquelle on a mis ce droit à des services publics dans la loi. C'est justement pour s'assurer que les citoyens pourront saisir les tribunaux et assurer le respect de la loi. Deuxième effet concret du fait qu'il y a un droit des services publics laïques et que c'est un droit fondamental, c'est qu'un droit fondamental, ça s'interprète largement. Hein, parfois, vous avez des droits très, très particuliers, très spécifiques, et là, il faut les interpréter de manière moins large. Si on n'est pas sûr si le droit s'applique, on peut conclure qu'il ne s'applique pas. Alors que lorsqu'il s'agit d'un droit fondamental, son interprétation est large. Et donc, ici, c'est manifestement le cas. Et plus que ça, comme toute la loi vise à mettre en œuvre le droit des services publics laïques, ben c'est a priori toute la loi qui est d'interprétation large. Et ça nous mène à la question, une fois qu'on dit qu'on a l'intérêt pour agir et que la loi s'interprète largement, donc est-ce qu'on va pouvoir, dans les prochaines années, peut-être pousser plus loin pour forcer le gouvernement au besoin à aller plus loin dans l'application de la loi? C'est un sujet qui est ouvert. Il faudra voir. Là, pour l'instant, on fait des batailles judiciaires, mais strictement défensives. Hein? On défend la loi. Mais peut-être qu'un jour, il y aura des groupes qui voudront faire des batailles judiciaires, mais offensives, pour une interprétation plus large et pour assurer le respect de la loi sur la laïcité. Hein, par exemple, est-ce que si je suis un parent et que mon élève a un enseignant avec un signe religieux, est-ce que j'ai le droit de faire sortir mon élève, mon enfant de l'école, de le faire changer de classe? Alors, c'est une bonne question. Évidemment, si son enseignant qui porte un signe religieux n'a pas de droits acquis, bien là, je peux évidemment forcer le respect de la loi. Donc, ça, c'est un cas qui m'apparaît évident. Le cas qui est moins évident, c'est qu'est-ce qui se passe si mon enfant a une enseignante avec un signe religieux, mais qu'elle est en droit acquis? Bien, à ce moment-là, il y a deux droits qui s'opposent. Le droit des services publics laïques, le droit acquis à porter le signe religieux. Et à mon avis, dans ce cas-là, il faudra que la commission scolaire, le centre de services scolaires, cherche un équilibre, cherche à respecter les deux droits. Elle ne peut pas, sous prétexte qu'il y a un droit, complètement ignorer l'autre. Donc, à ce moment-là, il faudrait probablement, effectivement, permettre le retrait de l'élève, le changement de classe de l'élève d'une classe avec un enseignant qui a un signe religieux vers une classe avec un enseignant sans signe religieux. Je pense que ce serait la bonne chose à faire. Je sais que le ministre de l'Éducation s'est déjà exprimé en sens inverse, mais ultimement, ce sera les tribunaux là, qui seraient appelés à se saisir de cette question-là, éventuellement. Alors, c'est une question qui demeure ouverte. Alors, je m'arrête ici. Vous aurez compris que je veux garder du temps avec vous pour en discuter et pour voir avec vous peut-être justement certaines questions plus litigieuses, certaines possibilités de voir la loi interprétée plus largement et peut-être que des groupes comme les libres penseurs athées éventuellement voudront justement aller plus loin, soit en demandant des modifications à la loi, soit en la faisant interpréter de manière à assurer vraiment une interprétation large du droit fondamental à des services publics laïques. Donc, c'est à suivre et ça me fera plaisir de vous en parler, notamment dans les prochaines minutes. Merci beaucoup, Maître Rousseau. Pierre Cloutier, est-ce que tu veux gérer les questions? Nous en avons quelques-unes qu'on a reçues par le chat. Ton microphone, Pierre. Il y a des gens qui ont levé la main, je pense. Je vais vérifier, si vous me permettez. Je vais les mettre en haut. Normalement, les gens qui veulent poser des questions peuvent aller dans la fonction discussion et il y a un petit icône qui leur permet de lever la main. OK? Ça peut se faire comme ça aussi et ça peut se faire autrement aussi. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, je leur recommande simplement d'ouvrir leur micro et de lever la main à l'écran aussi. C'est une autre façon, je vais aller voir. Nous avons déjà une ou deux questions dans le chat, Pierre. Alors, donne la parole à la personne qui a levé la main parce que moi, je ne la vois pas là. Ah, d'accord. Monsieur Deros, qui a demandé comment la loi sur la laïcité au Québec est différente de celle de la France. Quels sont les points communs et différents? Oui, très bonne question. Donc, je ne suis pas un spécialiste de la loi de 1905, mais je l'ai quand même un petit peu consultée, puis elle a servi un peu de source d'interprétation.
Donc, au niveau des ressemblances, bon, c'est beaucoup le principe de séparation de l'État et des religions là, qui est dans le titre de la loi française et qui est vraiment le premier principe définissant la laïcité. Donc, à cet égard-là, il y a une influence. Mais je dirais que la principale différence, c'est vraiment que la loi sur la séparation de l'État et des Églises en France est beaucoup plus détaillée. Il y a beaucoup plus de choses dedans, beaucoup plus d'articles. Donc, par exemple, on va préciser que on ne peut pas poser de symboles religieux sur les édifices publics après l'adoption de la loi. Donc, on a vraiment des choses précises comme ça. Je pense qu'on ne peut pas tenir de réunion politique dans un lieu de culte, de réunion politique là, officielle là, de l'État, une réunion d'élus, par exemple, dans un lieu de culte. Donc, on a vraiment des choses précises comme ça. Alors que dans la loi 21, c'est comme si ces choses-là sont incluses dans les principes au début, dans l'article 2. Donc, on a jugé plutôt simplement mentionner les principes puis laisser les tribunaux puis les différents ministères là, appelés à préciser leurs règles en fonction de la laïcité. Donc, c'est la principale différence. Et sur la question, justement, par exemple, de cette règle-là, le fait qu'en France, il y a une règle qui dit on n'appose pas de symboles religieux dans les édifices publics datant d'après la loi. Mais au Québec, la règle est un petit peu différente. On dit plutôt que la loi ne force pas à enlever des signes religieux sur les édifices publics. Puis là, c'est interprété de différentes manières. Moi, ce que je dis dans le livre, c'est qu'en fait, c'est une invitation à agir dans ce sens-là. Assurément, tout le monde s'entend pour que ça veut dire qu'on ne doit plus mettre de signes religieux sur les édifices publics au Québec, donc comme dans la loi 1905. Donc, on s'entend pour dire que même si ce n'est pas ça qui est écrit, c'est ce que ça veut dire. Mais là, je pose la question si au Québec, on doit enlever des signes religieux des édifices publics. Et là, ça dépend des ministères. Au ministère de la Justice, on a commencé à enlever les crucifix des palais de justice. Au ministère, par exemple, de l'Éducation, on l'avait déjà un peu fait dans les écoles, mais on ne va pas nécessairement le faire systématiquement. Au niveau du ministère de la Santé, entre autres dans les centres d'hébergement personnes âgées, on ne veut pas retirer les signes religieux. Puis ça s'explique parce que dans la loi, il y a certaines dispositions là, sur les soins au niveau spirituel. Donc, ça se fait vraiment au cas par cas et on n'a pas une règle générale pour tous assez claire comme dans la loi française. Donc, c'est essentiellement ça, je vous dirais, les différences. Puis sinon, l'autre chose, c'est que la question du port de signes religieux en France, c'est dans d'autres lois que la loi de 1905. Donc, c'est dans le Code de l'éducation, par exemple. Par exemple, la loi sur l'interdiction du port de signes religieux ostentatoires par les élèves, ça a été dans une loi à part qui, je pense, se retrouve ensuite à modifier le Code de l'éducation et non pas la loi de 1905. Donc, il y a des dispositions en France, même chose sur l'interdiction de se couvrir le visage. Bon, déjà, c'est différent qu'en droit québécois parce qu'en France, c'est dans l'espace public au sens large, alors qu'en droit québécois, c'est vraiment pour les fins de prestation de services publics. Mais donc, dans la loi québécoise, c'est dans la loi sur la laïcité. Dans la loi française, c'est pas dans la loi de 1905. Donc, ensuite, au niveau de la légistique, de la technique de rédaction des lois, il y a des différences comme ça. Mais je dirais que l'esprit des deux lois est vraiment comparable à un esprit donc, de laïcité, mais une laïcité qui n'est pas très radicale, pourrait-on dire, là, qui cherche un peu un compromis, je ne sais pas si c'est le meilleur mot, là, mais en tout cas, qui est dans un esprit peut-être de paix civile, plus que dans une optique, c'est pas une optique anticléricale d'éradication des religions. On n'est pas là ni en 1905 en France, ni en 2019 au Québec. OK. Il y a une question, David, tu me permets, par M. Higui sur Non, mais il y a Félix-Antoine qui a posé une question d'abord, il y a quelque temps. Il demande une question de théorie du droit, c'est-à-dire quelles sont les différences théoriques conceptuelles entre un droit et une liberté? Est-ce que l'un est plus important que l'autre dans l'interprétation que font du droit les tribunaux? Est-ce que le droit à des services publics laïques serait, par exemple, considéré plus important que la liberté de religion? Très bonne question. Généralement, on va dire qu'une liberté, c'est une possibilité de faire quelque chose et l'État, par rapport à cette liberté-là, doit juste ne pas l'empêcher son exercice. Donc, une liberté, généralement, ça va être interprété comme exigeant un retrait de l'État. Donc, j'ai une liberté de religion,
suffit que l'État ne se mêle de rien et je pourrais exercer ma liberté de religion. Alors qu'un droit, ça peut être, il y a différents types de droits, mais ça peut être un droit de créance. Donc, dans certains cas, le droit n'exige pas une absence d'État, mais exige au contraire une présence de l'État, une prestation de l'État. Et donc, dans le cas du droit des services publics laïques, ça suppose donc que l'État fournit des services publics et qu'il le fasse de manière laïque. Donc, ça peut exiger de l'État qu'il interdise le port de signes religieux, qu'il enlève des signes religieux sur les édifices publics. Donc, ça va davantage exiger une action de l'État plutôt que simplement une abstention de la part de l'État. Donc, je dirais que dans ce contexte-ci, c'est essentiellement ça la différence. OK. M. Amou Igui dit ceci, si c'est fondamental est universel, si fondamental est universel, comment expliquer la dérogation accordée aux anglophones? Paradoxal ou non? Point d'interrogation. Oui, tout à fait paradoxal. Bon, ça s'explique, vous l'aurez compris, là, le juge Blanchard ne semble pas partager ma thèse selon laquelle le droit des services publics laïques est un droit fondamental. Je l'ai plaidé devant lui. Il ne l'écarte pas explicitement dans son jugement, mais il en parle très peu du droit des services publics laïques. Il le mentionne à un ou deux endroits. Puis ensuite, il en fait abstraction complètement. Il y a une place, il dit la clause dérogatoire ici n'est pas utilisée pour limiter des droits et non pas pour promouvoir les droits, ce qui est évidemment faux. Donc, il n'en tient pas compte, finalement, essentiellement, du droit des services publics laïques. Puis, effectivement, de par son jugement, il fait en sorte que ce droit universel, que le législateur souhaitait universel, le juge Blanchard, lui, le souhaite applicable seulement à une partie de la population. Et, par définition, donc, si son jugement devait être appliqué, confirmé en appel, puis appliqué, ben à ce moment-là, ça viendrait sérieusement limiter le caractère universel du droit et ça rendrait plus difficile là, sa qualification comme droit fondamental, effectivement. Il y a un autre. Okay, il y a une question de Claude qui nous a posée. Oui, c'est ça, je m'en allais le dire. OK, vas-y, Pierre. Alors, il y a une différente, Claudie, il y a une différence de définition sur la neutralité religieuse. Une, gouvernement fédéral ou fédéral, qui dit que la neutralité englobe toutes les religions. Et ici, au Québec, on dit que la neutralité se veut être aucune religion. Comment faire pour faire valoir notre définition? Donc, effectivement, il y a ces deux définitions-là. Neutralité comme étant l'État n'épouse, n'adhère à aucune religion, donc il est neutre. Et il y a l'autre définition qui est l'État adhère à toutes les religions, donc il est neutre à l'égard des religions, puisque, et là, c'est un peu particulier parce que normalement, l'État devrait aussi être athée s'il voulait vraiment épouser toutes les convictions spirituelles possibles. Alors là, ça devient un peu... je pense que ça ne fonctionne pas. Et vous avez raison, concrètement, ça se traduit par des gestes concrets, comme par exemple, à l'Assemblée nationale du Québec, il n'y a plus de prières par les députés. C'est un moment de silence. Dans d'autres assemblées législatives au Canada, il y a effectivement des prières de différentes religions selon la séance. Donc, on a vraiment deux conceptions différentes de la neutralité. Comment faire triompher notre conception de la neutralité? Il y a essentiellement deux façons. Donc, d'une part, il faudrait faut adopter une loi, ce qu'on a avec la loi 21, puis ensuite, il faut la plaider devant les tribunaux, que ce soit avalisé devant les tribunaux. Ce qui a été un peu fait avec l'arrêt mouvement laïque. Hein. Dans l'arrêt mouvement laïque, on ne dit pas le conseil de ville doit faire des prières, mais pas seulement catholiques. S'il fait une prière catholique, la semaine d'après, ça doit être protestante, puis l'autre semaine d'après, musulmane, juive ou je ne sais trop. C'est pas ce que dit la Cour suprême dans le mouvement laïque. Elle dit zéro prière au conseil de ville. Donc, ce qui va exactement dans notre sens. Donc, ça, c'est. Et d'ailleurs, c'est un jugement qui vient du Québec, qui vient du mouvement laïque québécois dans son conflit avec la ville de Saguenay. Mais une fois que le jugement a été rendu par la Cour suprême du Canada, la logique s'est appliquée d'un océan à l'autre. Et donc, les conseils municipaux dans les autres provinces ont dû cesser de leur prière et ça a fait beaucoup réagir au Canada anglais. Ça a été mal reçu dans plusieurs régions. Alors, on voit que le Québec peut parfois remporter des victoires et avoir une influence sur l'ensemble du Canada. Mais l'inverse est plus souvent vrai, c'est-à-dire que souvent, c'est des conceptions
qui sont majoritaires ailleurs, qui vont s'imposer via la Cour suprême à l'ensemble du Canada et qui vont s'imposer donc au Québec où il peut avoir des sensibilités différentes. Donc, bon, on peut toujours espérer que dans le cas-ci, on l'emporterait en Cour suprême, mais ce n'est pas évident. Et l'autre façon, c'est évidemment d'adopter la disposition de dérogation qui fait qu'on peut avoir une loi au Québec qui a une conception différente des autres provinces du fédéral, puis notre conception au Québec est quand même valide parce qu'elle est protégée par la disposition de dérogation, comme c'est le cas avec la loi 21. Autre question. Sur quoi se base le juge pour ne pas appliquer la loi aux écoles anglophones? Il me semble que l'article qui permet aux anglophones de gérer leurs écoles eux-mêmes, c'est seulement du niveau de la promotion et du maintien de leur langue. Oui, effectivement, très bon point. Donc, il se base, le juge, sur le droit des membres de la minorité linguistique à une instruction dans leur propre langue. À mon avis, cet article-là aurait pu être pertinent s'il y avait une situation très, très particulière. Imaginez, par exemple, que dans une école anglaise, dans le fin fond de la Gaspésie, il y a une pénurie d'enseignants, les petits anglophones ne peuvent plus aller à l'école, puis là, il y a une enseignante qui veut y aller, mais avec son voile, et là, la loi l'empêche d'y aller. Dans ce cas-là, il y aurait peut-être eu un argument sérieux à faire sur l'article 23 de dire on suspend l'application de la loi 21 pour permettre aux petits anglophones d'avoir un enseignement en anglais. Si ces faits-là s'étaient présentés, on aurait eu un débat sérieux. Mais là, on n'est pas là du tout. D'aucune manière, la loi 21 empêche un anglophone d'avoir accès à l'école en anglais. C'est totalement infondé. On n'est pas là du tout au niveau de la preuve. Donc, là, le juge se base sur une interprétation de la Cour suprême déjà très large de l'article 23 qui dit le droit à une instruction dans sa langue, ce n'est pas seulement un droit individuel, c'est un droit collectif. La minorité peut gérer ses propres écoles. Ça, c'est ce que dit la Cour suprême. Et là, le juge Blanchard va un pas plus loin, il dit qu'elle peut gérer ses propres écoles, donc décider qu'elle ne respectera pas des lois provinciales, dans ce cas-ci, une loi québécoise validement applicable. OK, donc là, il va beaucoup plus loin de manière très, très abusive. Et vous avez raison, ça a été reconnu que le droit à l'instruction dans la langue de la minorité, ça vise à protéger la langue et la culture. Mais là, ce que fait le juge, c'est qu'il veut protéger la langue et le multiculturalisme et la vision du multiculturalisme dont les commissions scolaires anglophones veulent faire la promotion. Et ça, cet argument-là, comme quoi il faut interpréter 23, le droit des minorités à l'instruction dans leur langue, à la lumière de 27 sur le patrimoine multiculturel, cet argument-là a été rejeté par la Cour suprême dans l'arrêt Mahé sur lequel le juge se base. Alors, il prend les parties de Mahé qui font son affaire, donc le droit à la minorité de gérer ses écoles, embaucher ses enseignants, etc., mais il met de côté le volet de Mahé qui ne fait pas son affaire, parce que dans Mahé, on dit que ça protège la langue et la culture, pas les cultures, pas le multiculturalisme, qui est complètement un autre débat. Alors, clairement, le juge a erré là-dessus et je pense qu'en appel, on pourra plaider ça vigoureusement. OK. Juste, M. Hamou et Guy dit jusqu'à quel point l'interprétation du juge, donc, entre guillemets, entre parenthèses, son orientation politique, peut impacter l'application d'une loi. Et comment éviter ça, s'il vous plaît? Donc, en gros, plus la loi est floue, plus la loi est vague, plus les opinions politiques du juge et ultimement, surtout des juges de la Cour suprême, peuvent avoir un impact. Donc, la façon d'éviter ça, c'est d'arriver avec des lois beaucoup plus précises. Si vous dites dans une constitution, je ne sais pas moi, il doit y avoir une élection à tous les 4 ans maximum, puis là, un Parlement décide que les élections, ce n'est pas aux 4 ans, c'est aux 5 ans, le juge va invalider la loi qui dit l'élection 5 ans. Et là, ce ne sera pas l'opinion politique du juge, là. Il va appliquer la Constitution au point. Mais quand dans une Constitution, vous mettez des mots comme liberté de religion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut aller dans tous les sens. Liberté d'expression. Est-ce que c'est seulement l'expression politique? Est-ce que c'est l'expression artistique? Est-ce que c'est l'expression commerciale? C'est quoi les limites de ça? Et la Charte canadienne, la Charte québécoise aussi, mais surtout la Charte canadienne, c'est rempli de phrases qui sont des chèques en blanc pour les juges. Le meilleur, c'est l'article 7 de la Charte canadienne qui dit à peu près la chose suivante. Chacun a droit à la vie, la liberté, la sécurité. Il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le droit à la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire, le droit à la liberté? Chèque en blanc au juge. Il ne peut être porté atteinte au droit à la liberté
qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. C'est quoi les principes de justice fondamentale? Un autre chèque en blanc au juge. Donc, plus on a des dispositions vagues comme ça, plus on donne des chèques en blanc au juge et le juge va à ce moment-là avoir toute la latitude pour faire primer son idéologie. Avec la nuance suivante, c'est qu'à un moment donné, ça se rend en Cour suprême, puis c'est la Cour suprême qui, en fonction de son idéologie, rend un jugement, et là, les juges des cours inférieures sont obligés de respecter le jugement de la Cour suprême. Mais donc, la seule façon, c'est d'arriver avec des lois plus précises, mais même quand la loi est précise, au nom des chartes des droits, le juge peut utiliser les chartes des droits sous prétexte de charte des droits, mais en fait, utiliser les chartes des droits pour faire primer son idéologie, mettre de côté des dispositions, même lorsqu'elles sont claires, bien, à ce moment-là, il faut la disposition de dérogation pour protéger nos dispositions claires. Et là, on peut éviter les biais et l'idéologie du juge. Puis c'est ça, le jugement sur la loi 21, c'est bien ça. Hein, le juge avait une idéologie, mais il ne pouvait pas, à cause de la clause dérogatoire, il ne pouvait pas imposer son idéologie, sauf avec l'article 23, sur le droit à l'instruction dans la langue de minorité qui échappe à la clause dérogatoire, sauf l'article 3 sur le droit de se présenter à des élections qui échappe à la clause dérogatoire. Et là, il a fait des interprétations abusivement larges de ces droits-là pour attaquer la loi 21 qui, idéologiquement, ne lui plaît pas. Donc, on voit bien que tout ce qui était protégé par la clause dérogatoire a pu résister à l'idéologie du juge. Claude dit ceci, donc, si la loi 21 n'a pas défini la neutralité, qu'en est-il? Donc, c'est ça, deux choses. Chaque article d'une loi s'interprète à la lumière des autres articles de la loi. Donc, quand à l'article 2, on dit neutralité religieuse, puis qu'ensuite, à l'article 6, on dit pas de signe religieux pour les fonctionnaires en autorité, puis qu'à l'article 8, on dit service public à visage découvert, bien, on comprend que la neutralité, ça s'interprète à la lumière de ces règles-là, d'une part. Puis d'autre part, bien, neutralité religieuse, ça reprend la jurisprudence antérieure. Donc, l'arrêt mouvement laïque, qui est l'arrêt plus important sur cette question-là, puis qui est arrivé là, quelques années à peine avant la loi sur la laïcité. Donc, on peut comprendre que la loi sur la laïcité d'État vient codifier l'arrêt mouvement laïque et vient préciser dans certains cas, parce qu'une fois on dit, OK, il y a l'arrêt mouvement laïque qui dit un représentant de l'État ne peut pas pratiquer sa religion quand il est au travail, notamment, par exemple, un maire ne peut pas faire une prière au conseil de ville. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les autres fonctionnaires? Là, on n'est pas sûr. Bon, bien, le législateur vient nous dire neutralité religieuse. Donc, on codifie le principe de la jurisprudence, puis on vient expliquer concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour tel ou tel fonctionnaire. Donc, pour l'interdiction du port des signes religieux, c'est seulement certains fonctionnaires, ceux qui ont un pouvoir coercitif. Et pour les services à visage découvert, c'est pour tous les fonctionnaires et même certains cas des personnes là, de droit privé qui rendent des services publics. Alors, c'est comme ça qu'on peut interpréter le principe de neutralité. Madame Provost dit, est-ce qu'il y a un moyen de protester avec succès contre le parti pris du juge avant même le début des procédures? Donc, il y a toujours la liberté d'expression. Donc, c'est tout à fait possible. Pour les avocats, c'est plus limité parce que dans notre code de déontologie, il faut vraiment assurer le respect des tribunaux, de la règle de droit et tout et tout. Donc, pour les avocats, c'est plus limité. Et pour les gens qui ne sont pas avocats, vous avez la liberté d'expression. Donc, vous êtes tout à fait libre de critiquer les juges, leur comportement sur les réseaux sociaux, les médias traditionnels et tout. Ensuite, il y a toujours la possibilité de déposer une plainte au Conseil de la magistrature. Si vous pensez que le juge a violé son code d'éthique et déontologie, vous pouvez déposer une plainte. Et par exemple, vous le savez peut-être, mais Frédéric Bastien, par exemple, est professeur au collège Dawson, là, qui est spécialiste de l'histoire constitutionnelle, suit les juges, puis parfois il les critique et il a déposé des plaintes au Conseil de la magistrature, notamment contre la juge Duval-Essler. Et comme il n'est pas avocat, ça relève tout à fait de sa liberté d'expression de faire ça. Il faut dire que c'est moi qui l'ai conseillé un peu en arrière dans tout ça. Oh. Mais comme je suis avocat à la retraite, je ne suis pas si pire. Quelle définition donnons-nous de la liberté de conscience? Comment s'applique-t-elle concrètement? Souvent, les pourfendeurs de la loi 21 ne semblent pas reconnaître cette liberté et croient qu'elle est inféodée à la liberté religieuse. Comment défendre la liberté de conscience? Donc, c'est un très bon point. Je pense que la loi 21, c'est un bel exemple de loi qui vient renforcer la liberté de conscience. Donc, la liberté de conscience, bon, c'est plusieurs choses. C'est plus large que juste la religion.
mais dans le contexte, par rapport à la liberté de religion, dans le contexte d'une loi sur la laïcité, la liberté de conscience, c'est entre autres le droit de ne pas se faire imposer une religion, de ne pas subir des pressions de gens qui voudraient qu'on se conforme à une pratique religieuse. Alors, je pense qu'il faut insister là-dessus et il faut insister sur le fait qu'il y a plein de témoins qui sont venus devant la cour pour dire à quel point le port de signes religieux par des enseignantes, ça constitue une atteinte à leur liberté de conscience, c'est contraire à leurs valeurs, ça contribue à un environnement où il y a des pressions religieuses sur leurs enfants pour se conformer à des pratiques rigoristes. Donc, la loi 21 vient protéger la liberté de conscience dans ce sens-là. Et même si le juge Blanchard n'est pas d'accord avec ça, c'est pas grave parce que le Parlement, lui, est d'accord avec ça et il a mis sa clause dérogatoire. Et c'est la conception beaucoup plus large, beaucoup plus généreuse du législateur et de la loi 21 qui interprète beaucoup plus largement la liberté de conscience que le juge Blanchard qui l'emporte ici et c'est très bien ainsi. D'ailleurs, je remarquais à ce sujet-là que le juge Blanchard a refusé une demande d'intervention d'un monsieur qui voulait justement débattre de la question de la liberté de conscience. C'est exact, Maître Rousseau? Oui, tout à fait. Il y a un parent qui souhaitait, un parent dont un des enfants avait une enseignante avec un signe religieux. Il a souhaité intervenir pour défendre la loi et même pour l'interpréter largement. Ça a été refusé par le juge. Par contre, le juge a accepté plusieurs interventions de fonctionnaires fédéraux qui ne sont même pas visés par la loi, sauf que la centrale et les syndicats fédéraux avaient quelques employés d'université à peu près pas visés par la loi non plus, mais il a accepté ça. Il a accepté tout plein de groupes qui sont très peu touchés par la loi. Il a accepté qu'ils interviennent, mais il a refusé qu'un père de famille directement affecté par la loi intervienne. Alors ça malheureusement, on n'a pas pu aller en appel parce qu'on n'avait pas les moyens. Mais par contre, on a ce père de famille-là, on l'a appelé à témoigner. Mouvement laïque québécois. Donc, à défaut d'avoir pu être intervenant, il a pu être témoin. Puis son témoignage a été vraiment extrêmement solide. Malheureusement, il a été complètement ignoré par le juge là, qui ne parle à peu près pas des témoignages des parents dans son jugement, qui parle juste des témoignages des enseignants et des militants religieux. Mais donc voilà. Il y a Mme Provost qui se demande aussi comment ça se fait que la liberté de religion est préférable, est en priorité par rapport à d'autres libertés, comme par exemple, elle cite l'exemple, on n'a pas le droit de porter un chandail de la meute, mais sans même affaire, on n'aurait pas le droit, selon elle, de porter un chandail en disant « je suis athée ». Et qu'en est-il au niveau de la liberté d'expression qui est niée aux uns et pas aux autres? Oui, effectivement. Donc, il semble y avoir dans la jurisprudence, puis dans la pensée des opposants à la loi 21, cette espèce de deux poids, deux mesures où la liberté d'expression religieuse est plus importante que la liberté d'expression autre, liberté d'expression politique ou autre. Donc ça, c'est extrêmement problématique comme vision des choses. Et à ce moment-là, ben, c'est ça. Encore une fois, la seule façon de l'emporter, c'est d'adopter une loi qui s'assure qu'on n'accorde pas cette primauté à la liberté d'expression religieuse par rapport aux autres formes de liberté d'expression et au besoin met une disposition de dérogation pour s'assurer que les tribunaux ne mettent pas de côté notre loi. Une autre question. Certains affirment que le voile chez les musulmanes fait partie de leur identité, entre guillemets. Par conséquent, le voile est considéré sur le même pied d'égalité que la couleur des yeux. Qu'en est-il au niveau des lois? Donc, là-dessus, il n'y a rien dans la loi comme telle. Donc, c'est vraiment la jurisprudence. Puis là, ben, c'est ça. Ce juge-là a cette opinion vraiment très, très particulière par rapport au fait que le voile ferait partie de l'identité. Bon, il y a des témoignages dans ce sens-là, mais à la limite, il y a des témoins qui disent que la laïcité, pour eux, c'est une valeur, ça fait partie de leur identité et le fait que leur enfant ait une enseignante avec un signe religieux, ça heurte leur valeur, leur identité, mais ça, pour le juge, ce n'est pas important. Alors, tout ça est hyper subjectif aussi. C'est aussi le critère de la jurisprudence qui dit, ben voilà, ce qui compte, c'est la croyance sincère. Donc, si je crois sincèrement que je dois porter tel signe, là, ça fait partie de mon identité. Alors, c'est vraiment, pour moi, ce n'est pas un argument très fort parce qu'à ce moment-là, tout peut faire partie de l'identité puis ça devient hyper subjectif. Donc, c'est vraiment pas un argument qui, à mon avis, devrait avoir du poids.
Donc, le juge y en donne parce qu'il n'y a pas d'autres bons arguments. Donc, il choisit celui-là, mais c'est parce qu'il n'y en a pas d'autres. Sur la question justement de la croyance sincère, c'est le jugement Amselem que je connais bien, qui est basé en fait sur une opinion d'un professeur de droit américain qui s'appelle Tribe. La marge de manœuvre est très mince, hein, parce que la Cour suprême semble au départ considérer qu'il suffit qu'ils disent c'est ma religion, puis ça s'arrête là. Sauf qu'on a peut-être oublié une petite affaire que moi j'ai soulignée, c'est que le juge a quand même la possibilité de vérifier si la croyance de Mme Hack était un artifice. Et moi, j'ai toujours pensé que le voile islamique, dans les circonstances de cette affaire-là, m'apparaît surtout, on a affaire à une personne qui est jeune. On ne parle pas d'une madame qui vient d'Algérie, qui a 70 ans, qui a toujours mis un voile de façon coutumière par la culture, mais on parle d'une jeune personne qui ressemble plutôt à une militante qu'à une personne qui a des motivations religieuses. Autrement dit, j'ai toujours pensé, moi, que son voile était non pas un voile islamique, mais un voile islamiste. Mais personne n'y a posé la question. Personne ne l'a contre-interrogé là-dessus pour vérifier si, dans le cadre de l'arrêt Amselem, si sa croyance n'était pas le résultat d'un artifice. On n'a pas posé la question. Pourquoi on n'a pas posé la question? C'est ça que je me suis dit. Bonne question. Parce que une raison pourquoi nous, au MLQ, on n'a pas posé la question, c'est que nous, notre argument, c'est de dire le port du voile ou de d'autres signes, c'est une pratique religieuse. Et puisque c'est une pratique religieuse, la personne qui a cette pratique-là, la personne qui porte le signe, donc pratique sa religion dans le cadre de ses fonctions de représentant de l'État et donc porte atteinte à son devoir de neutralité comme ce qui est interdit par l'arrêt mouvement laïque. Donc, autrement dit, nous, qu'elle soit religieuse, que son voile soit religieux, ça fait notre affaire. Parce que c'est précisément ça notre argument, nous, que les signes sont religieux. À partir du moment où ils sont religieux, sont interdits par l'arrêt mouvement laïque, par la loi 21 qui codifie mouvement laïque. Donc, nous, on ne l'a pas contre-interrogé. On a dit parfait, c'est religieux, on est d'accord avec vous. Puis c'est justement parce que c'est religieux que ça doit être interdit et que c'est contraire à la liberté de conscience. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas allé sur un contre-interrogatoire. Puis sinon, l'autre chose, c'est que j'ai l'impression qu'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que ça peut être et religieux et politique. Donc, puis surtout que, bon, on sait que quand même l'islam peut être une religion politique. Disons que la séparation entre le religieux et le politique n'est pas aussi claire que dans le christianisme où ce qui est à Dieu, puis ce qui est à César est à César. On a moins ça dans l'islam. Donc, d'un point de vue islamique, je pense que ce mélange entre une conviction qui peut être à la fois religieuse et politique, je pense que ça peut tout à fait être crédible à mon sens. Donc, d'après moi, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on n'est pas allé là. Alors, il y a Mme Céline, juste le prénom, là, qui se demande, qui pose la question justement de la nomination des juges par le gouvernement fédéral. Tous les juges de la Cour suprême sont nommés par le premier ministre Trudeau, le conseil exécutif, là, qui font la promotion du multiculturalisme. Même le juge Blanchard de la Cour supérieure, seule la disposition de dérogation peut garantir que la laïcité de l'État, la loi 21, s'applique au Québec. Ou alors écrire une constitution pour le Québec. Pour le Québec, y inclure les trois lois essentielles, 21, 101, 99. Qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, ça pourrait être intéressant d'avoir une loi constitutionnelle. Bon, ensuite, c'est toujours le même problème avec une loi constitutionnelle, c'est-à-dire que ça donne du pouvoir aux juges. Les juges sont nommés par le fédéral. Il faudrait s'assurer de rédiger la Constitution vraiment de manière à ne pas augmenter le pouvoir des juges. Déjà, mettre la loi 101 sur un pied d'égalité avec la Charte des droits, par exemple, ou mettre la loi 21 sur un pied d'égalité avec la Charte des droits, ça évite qu'un juge se serve de la Charte des droits québécoise pour invalider la loi 101 ou la loi 21 ou la loi 99. Donc, ça peut être intéressant, mais si on met toutes ces lois-là au-dessus des autres lois, là, ça peut toujours servir à des juges de faire toutes sortes d'interprétations bizarres pour invalider les autres lois qui ne font pas leur affaire. Il faut faire attention, faut faire attention à ça. Comment le juge peut rejeter l'expertise de Yolande Guédard, experte pour le droit des femmes au Québec, en disant que cela concerne des pays étrangers sur le voile et cela n'était pas bon pour le Québec alors qu'il a accepté l'expertise qui parlait de la situation des Noirs aux États-Unis? 2 poids, 2 mesures?
Effectivement, très bon point. Surtout que Yolande Guéla parlait aussi de ce qui se passe au Québec et au Canada. Elle parlait effectivement aussi de ce qui se passait ailleurs, mais aussi de ce qui se passait au Québec et au Canada. Alors que l'expert Thomas D lui parlait seulement des États-Unis puis des Noirs aux États-Unis. Ça n'avait absolument rien à voir. D'ailleurs, le procureur général avait plaidé que son rapport était complètement impertinent. Mais le juge est dans cette idéologie-là. Là. Le juge est dans cette idéologie-là là, voilà, ça prend pour que les étudiantes musulmanes réussissent, ça prend des professeurs voilés. Donc, il est là-dedans. Il est convaincu par ces arguments-là, vraiment très, très particularistes, que chaque personne se définit par sa religion, par sa couleur de peau et a besoin de professeurs de sa couleur de peau et de sa religion pour réussir. Donc, à partir de là, puis on pense que même ça prend des professeurs avec des visages couverts. Ça va aider la réussite des élèves. Donc, à partir de là, c'est très difficile de pouvoir argumenter avec ce genre d'argument-là. Là. Selon vous, Maître Rousseau, quel est... Attendez un instant, je l'ai perdu, ce ne sera pas long. Selon vous, Maître Rousseau, quel est l'argument le plus solide des détracteurs de la loi 21? Bonne question. On les a tellement tous démolis qu'il n'en reste pas beaucoup. Factuellement, là, les meilleurs arguments, j'ai envie de dire, c'est ceux qui ont été retenus par le juge Blanchard, là, parce que même s'il y avait son opinion en partant, forcément, force est de constater que c'est les arguments qui ont réussi, que le juge a jugé qu'il pouvait invalider la loi en passant par ce chemin-là. Donc, pour les commissions scolaires anglophones, pour l'obligation des députés là, d'être à visage découvert, il a trouvé là une façon de contourner la disposition de dérogation. Puis probablement qu'il espère ne pas être renversé par la Cour d'appel, la Cour suprême. Donc, on peut présumer que les arguments qui ont fonctionné sont les meilleurs, même si, à mon avis, sont mauvais. Là, mais voilà, ce serait une réponse très technique, mais c'est comme ça que ça fonctionne en droit. Monsieur Higui dit, j'ai dit selon vous, ça veut dire, moi je vais reprendre la question. Vous, là, Monsieur Rousseau, quel est l'argument des détracteurs de la loi 101 qui vous a donné le plus de difficultés? Bonne question encore là. Nous, on n'était pas sur 23 sur 3, en fait. Les deux articles, donc les arguments que le juge a retenus, nous, on n'a pas plaidé ça. Donc, nous, tout ce qu'on a plaidé, on a gagné, sans vouloir trop se vanter. Mais je vous dirais que l'argument un peu sur 28 de la Charte canadienne là, qui disait la garantie des droits pour les hommes et les femmes est au-dessus de la clause dérogatoire. Ça, il y avait une juge de la Cour d'appel, oui. 1 sur 3, qui semblait un petit peu convaincue. Elle a plugué sa question. Elle a plugué l'argument, en fait. Donc, à ce moment-là, encore là, c'est un petit peu comme le juge Blanchard, même si c'est des mauvais arguments, à partir du moment où c'est retenu par un juge, on se dit, OK, ça pour des raisons un peu bizarres, là, il y a des juges qui mordent à ça. Donc, je vous dirais que 28, mais ça a été rejeté. Même le juge Blanchard l'a rejeté, cet argument-là. Donc, c'est pour vous dire à quel point il est faible. Mais au départ, 28, quand on a vu que la juge du Val-Esclair l'avait retenu, on s'est posé la question. Puis j'ai lu beaucoup là-dessus, puis j'ai écrit un article et tout. Puis finalement, on a réalisé que c'était faible. Mais tu sais, il y a une thèse de doctorat au complet d'à peu près 300-400 pages. Thèse de doctorat au complet d'une professeure de l'Université du Nouveau-Brunswick qui défend la thèse que cet article-là, donc 28 de la Charte canadienne, permet de mettre de côté la clause dérogatoire. Donc, il a fallu que je lise cette thèse-là au complet et plusieurs autres textes pour finalement contrer cet argument-là, plaider contre et finalement, on l'a emporté, mais ça a été du boulot. Je vais passer à une autre question. Bien, après ça, moi, je vais en avoir une sur l'article 3. Alors, la question est la suivante. Droit comparé, 2 points. J'ai vu passer que 2 États américains, la Pennsylvanie et l'Oregon, auraient des lois semblables à la loi 21. Est-ce le cas? Et si oui, sont-elles comparables à notre loi 21? Oui, effectivement. J'ai les cites dans mon livre. Donc, il y a des lois de 2 États américains qui vont dans le même sens. Par contre, c'est seulement pour les enseignants. Si mon souvenir est exact, là, je suis pas mal sûr que mon souvenir est exact. Donc, c'est vraiment par rapport à une interdiction du port de signes religieux pour les enseignants seulement de mémoire et non pas pour d'autres fonctionnaires comme la loi sur la laïcité. Puis, ce n'est pas dans une loi sur la laïcité, c'est plutôt dans une loi sur des questions d'éducation.
Mais pour le reste, c'est très, très semblable. Et puis ça vise aussi, même si ce n'est pas dans une loi sur la laïcité là, de mémoire, mais ça vise quand même le principe de séparation de l'État et des Églises. Là, puis ça a été validé par les tribunaux, d'ailleurs, presque jusqu'en Cour suprême, c'est-à-dire jusqu'en Cour suprême, je pense, d'un État. Et là, il y a quelqu'un qui a tenté d'aller en Cour suprême des États-Unis qui a refusé d'entendre l'appel. Donc, la Cour suprême des États-Unis était d'accord avec le jugement d'une cour une coche en dessous, qui a validé ça comme étant tout à fait conforme. Mais il y avait une seule nuance, c'était que dans le jugement, on disait l'interdiction du port de signes religieux par les enseignants qui s'applique tout le temps. On apportait la nuance suivante, on disait si un professeur qui porte des signes religieux, mais pas tout le temps, mais seulement de manière rare, à l'occasion, pour une fête religieuse, une fois de temps en temps, ça, ce serait valide. Mais porter un prof qui porterait toujours son signe religieux, ça, c'est correct de l'interdire. Donc, il y avait quand même cette nuance-là. Il faut dire qu'en droit américain, il n'y a pas de clause dérogatoire, donc la question se posait différemment, mais il y a effectivement, il y a ces lois-là et elles sont validées par les tribunaux. Mais un instant, est-ce que je peux intervenir? Oui. Je pense que la loi à l'Oregon a été abrogée. Ça se peut. Et je pense que celle à l'État de Pennsylvanie est à la veille d'être abrogée. Ah, ça se peut. OK. Selon les informations que j'ai trouvées récemment. OK. Si on y allait sur l'article 3, M. Rousseau, parce que ça m'a préoccupé un peu dans le jugement. D'abord, je dois dire, puis je ne veux pas lancer. Je souligne en passant la présence de M. André Binette, qui est avec nous, hein, que vous connaissez bien, qui est un constitutionnaliste réputé. Alors, sur l'article 3, j'en ai discuté avec M. Binette également. Ça m'a posé des problèmes pour plusieurs raisons. La première des choses là-dedans, c'est qu'on remarque dans le jugement du juge Blanchard que le président de l'Assemblée nationale ne s'est pas présenté pour défendre le privilège de l'Assemblée nationale. On ne peut que le regretter parce que, si je compare avec l'affaire Michaud, où on avait fait une requête à la Commission des droits de la personne, le président de l'Assemblée nationale s'est présenté justement pour défendre son privilège dans l'affaire Michaud, puis il ne l'a pas fait. Bon, deuxièmement, le gouvernement, par choix stratégique, je reproche nullement au gouvernement parce qu'il y a tellement de choses à prouver, le gouvernement n'a pas présenté de preuves. Le juge Blanchard en a profité pour rentrer dedans, hein? Il est rentré par la porte en arrière, puis là, il nous a sorti cet argument-là, avec un jugement qui est complètement aberrant, là, parce que ça dépasse la question religieuse. Ça veut dire qu'à partir de ce jugement-là, tous les membres de l'Assemblée nationale pourraient se présenter à l'Assemblée nationale avec un sac de patates sur la tête, là, ou avec une cagoule. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Alors, comment vous réagissez à ça, à ce jugement complètement aberrant? Il faut dire également aussi que la loi 21 n'interdisait pas le port des signes religieux pour les membres de l'Assemblée nationale, seulement le président et le vice-président. Et là, le juge en charge, il va plus loin que ça. Puis même le professeur Lampron a dit qu'il avait parlé de signes religieux. Il n'a pas parlé de signes religieux, là. La loi ne parlait pas de ça. On parlait de visage couvert et visage découvert qui dépassent la dimension religieuse. Comment faire pour rattraper ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas amender la loi sur la fonction publique ou quelque chose comme ça? Parce que c'est un principe qui est aberrant parce que ça vise le cœur de notre démocratie. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, tout à fait. Puis ça n'a pas de sens. Puis ça sert aussi, je pense que le juge Blanchard, son raisonnement se discrédite de lui-même. Quand n'importe qui apprend ça, que le jugement dit que les députés ont le droit d'exercer leur fonction, le visage couvert à sa face même, c'est tellement déraisonnable que le jugement s'auto-caricature, s'auto-détruit, s'auto-discrédibilise. Donc ça, c'est le côté positif. Mais sinon, comment contrer ça? Bien, c'est qu'il faut aller en appel. Donc, le procureur général a annoncé qu'il allait en appel là-dessus. Ensuite, effectivement, il aurait fallu que le président de l'Assemblée nationale décide de plaider ça. En même temps, peut-être que, parce que justement, c'est tellement absurde qu'on se disait tellement qu'il n'y avait aucune chance que cet argument-là l'emporte, que le président de l'Assemblée nationale dit « le procureur général va le plaider », puis nous, on n'a même pas besoin de dépenser des dizaines et des dizaines de milliers de dollars d'avocats pour ça, là, parce que c'est sûr qu'on va l'emporter. Là. Mais là, finalement, non, le juge Blanchard a un jugement complètement surprenant à cet égard.
Alors, c'est peut-être ça qui explique ceci, explique cela. Là, le président de l'Assemblée nationale, en appel, il n'y a pas d'excuse pour ne pas y aller. Donc, il devrait y aller. Et du côté du procureur général, c'est qu'il y avait tellement d'arguments plaidés contre la loi. Là, ça allait absolument dans tous les sens. C'était ridicule. Puis lui, le procureur général, nous, au MLQ, on ne répondait pas à tout. Là. On répondait à 3-4 arguments là, qui nous semblaient plus proches de notre mission. Pour le reste, on laissait le procureur général y aller. Mais le procureur général, il fallait qu'il réponde à tous les arguments les plus futiles et ridicules. Puis là, il ne pouvait pas aller en profondeur à chaque fois. Puis quand il y avait des arguments qui, à leur face même, étaient complètement farfelus, il plaidait moins là-dessus. Cet argument-là semblait à sa face même farfelu, mais le juge en a décidé autrement, de manière surprenante. C'est facile à dire après qu'il aurait dû plaider là-dessus, mais bon, sur le coup, c'est pas si évident. Alors, je ne peux pas en dire plus. Il n'a pas défendu aussi sous l'article 23. Là, tu n'es pas défendu. Il n'a pas présenté de preuves sur l'article 23. Le gouvernement, oui. Non. Il a plaidé sur 23, peut-être pas sur l'article 1. Il n'a pas fait de preuve. Plaidé que 23 était, l'atteinte à 23 était justifiée en vertu de l'article 1. Mais on n'a jamais plaidé l'article 1, ni le procureur général, ni le mouvement laïque, ni pour les droits des femmes, ni les libres penseurs athées, si je ne me trompe pas. Personne n'a jamais plaidé l'article 1. L'article 1 de la Charte canadienne, c'est celui qui permet de dire qu'il y a une atteinte aux droits fondamentaux, mais elle est justifiée. Nous, on n'est jamais allé là. Le procureur général n'est jamais allé là parce qu'il n'y en a pas d'atteinte aux droits. Donc, au début, certains trouvaient que c'était une drôle de stratégie du procureur général, mais je pense que ça a bien fonctionné de ne pas faire le débat sur l'article 1 puis de faire le débat sur l'absence de violation aux droits et faire le débat sur la clause dérogatoire. Donc, finalement, la stratégie du procureur général, globalement, elle a fonctionné, sauf sur 2 points importants. Mais globalement, considérant les opinions du juge Blanchard, là, ça aurait pu être pire. Et donc, je pense que la stratégie du procureur général puis la nôtre au mouvement laïque était globalement la bonne. Les autres intervenants, dont le libre penseur athée. Sur la disposition de dérogation, j'ai écouté le professeur Lampron de l'Université Laval qui vient de dire les conditions ont changé depuis l'arrêt Ford. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, au contraire, l'arrêt Ford puis l'encadrement minimal avec la clause dérogatoire a été réitéré dans d'autres jugements plus récents. Puis ceux qui disent que la jurisprudence a évolué, il y en a qui citent les principes non écrits du renvoi sur la sécession. Or, tous ces principes-là vont au contraire dans le sens de la clause dérogatoire. Principe de démocratie. La clause dérogatoire, c'est l'expression de la démocratie. Principe de fédéralisme, bien justement, la clause dérogatoire protège l'autonomie du Québec comme État fédéré. Ça va dans le sens du fédéralisme. Protection des minorités, ça permet au Québec, donc qui est l'incarnation de la minorité francophone au Canada, de faire des choix différents. Principe de primauté du droit de constitutionnalisme, bien, la clause dérogatoire, elle est prévue par le droit, par la Constitution. Donc, tous les grands principes du renvoi sur la sécession vont dans le sens du respect de la clause dérogatoire et non pas de son encadrement. Puis de toute façon, les preuves historiques sont là. La clause dérogatoire, elle sert à ce que le Parlement puisse décider sans être limité par les juges. Donc, si on dit non, finalement, le juge peut contrôler l'usage de la clause dérogatoire, c'est complètement contradictoire avec la raison d'être même de la clause dérogatoire. Donc, c'est vraiment là-dessus, c'est des arguments qui sont totalement irrecevables. Puis si la Cour suprême devait aller dans ce sens-là, puis de limiter de quelconque manière l'usage de la clause dérogatoire, ce serait absolument inacceptable, choquant, limite vraiment très, très grave comme développement. Alors, il faudra être prêt au cas où ça arrive et je ne pense pas que ça va arriver. Sur l'article 23, est-ce que ça veut dire, si on suit le jugement du juge Blanchard, ça veut dire que les commissions scolaires francophones dans le restant du Canada pourraient exiger de leurs professeurs qu'ils ne portent pas de signes religieux et vouloir s'inspirer de la laïcité à la québécoise? C'est ça que ça voudrait dire? Hein? Oui, je pense que oui, parce que généralement, l'interprétation de 23, elle est dite symétrique. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour les Anglo-Québécois est vrai pour les francophones des autres provinces. Alors, normalement, ça devrait être vrai. Bon, là, ensuite, on pourrait dire, certains vous diront peut-être, les anglophones du Québec peuvent échapper à la loi 21, mais les francophones des autres provinces ne peuvent pas échapper à la Charte canadienne des droits et le droit des professeurs de porter des signes religieux est protégé par la Charte canadienne. Ce qui est faux, là. Mais bon, il pourrait avoir moyen de plaider ça, là, mais je ne pense pas que ça tiendrait la route. Donc, globalement, la réponse est oui. David, as-tu quelque chose à dire? Oui, j'ai une question.
étant donné, à mon avis, le jugement de Blanchard est complètement aberrant et ridicule. Mais sur ces deux points, l'exception pour les écoles anglophones et l'exception pour l'Assemblée nationale, d'après vous, quelles sont les chances que la Cour d'appel du Québec soit d'accord avec moi et dise non, c'est parfaitement ridicule ces deux exemptions, d'après vous? Je pense qu'on a des bonnes chances de l'emporter. Pour vrai, là, c'est tellement extensif. Comme je vous dis, au niveau de l'article 23 pour le droit des anglophones, clairement, ça a été écarté par la Cour suprême de dire on va utiliser 23 pour faire la promotion du multiculturalisme. Ça a été complètement écarté explicitement par la Cour suprême dans Mahé. Et le juge Blanchard prétend s'appuyer sur Mahé pour dire que la loi sur la laïcité ne s'applique pas aux commissions scolaires anglophones. Donc, clairement, on a un argument là. Plus généralement, on a un argument qui est de dire l'article 23, c'est vrai, ça existe, c'est dans la Constitution, mais dans la Constitution, il y a aussi l'article 93 qui donne au Québec la compétence sur l'éducation. Donc, le Québec a le droit de gérer ses écoles, y compris les écoles anglaises. Les anglophones ont le droit à l'éducation dans leur langue. Puis là, il faut concilier ces droits-là. Mais on ne peut pas, sous prétexte de 23, complètement mettre de côté le pouvoir du Québec de gérer ses propres écoles. C'est contraire à un principe d'interprétation qui dit que les dispositions d'une Constitution sont égales les unes avec les autres. Il faut les interpréter les uns à la lumière des autres. Et plus largement, il y a le principe du fédéralisme. Qui fait que il faut respecter le fait que le Québec est un État fédéré avec un certain nombre de compétences constitutionnelles. Alors, je pense qu'avec ces deux arguments-là, on peut... puis, je ne me souviens pas, puis là, on va mener la recherche là-dessus pour pousser la réflexion dans les prochains mois. Mais moi, je ne pense pas qu'il y a des jugements qui disent que 23 permet d'échapper à des lois générales, des lois sur les droits fondamentaux comme la loi 21. Donc, je pense que le juge a vraiment allé beaucoup trop loin. Donc là-dessus, on devrait l'emporter. Et pour ce qui est de l'article 3, donc la question du droit de se présenter aux élections, l'interdiction du visage couvert pour les députés. Encore là, à mon avis, le privilège parlementaire, j'ai lu l'argument du juge, ça fait longtemps que je n'ai pas lu sur le privilège parlementaire. Donc là, puis avec le mouvement laïque, on n'ira peut-être pas là en appel. Donc là, j'avoue que ma réflexion est moins poussée, mais a priori, ça m'apparaît être une interprétation beaucoup trop large du droit à se présenter aux élections. Puis surtout, de dire que ça porte atteinte, que l'obligation d'avoir le visage découvert, ça porte atteinte au droit de se présenter aux élections, déjà, c'est abusivement large, puis ça devrait être renversé en appel. Mais en plus, de dire que ce n'est pas justifié comme atteinte au droit de se présenter aux élections, là, c'est complètement, comme s'il n'y avait aucune raison de vouloir que les députés aient le visage découvert. Donc là, je pense qu'il y a deux moyens pour le procureur général et le président de l'Assemblée nationale de renverser ça. Puis sur les deux points, il va sûrement l'emporter sur un des deux points. Donc, j'ai bon espoir que ce sera renversé en appel. Question pratique et technique et pragmatique. Est-ce que vous avez l'avis d'appel du procureur général? Est-ce qu'il a été déposé? Est-ce qu'on peut en prendre connaissance? À ma connaissance, ça n'a pas encore été déposé. Je ne l'ai pas reçu, en tout cas, dans ma boîte courriel. OK. Est-ce que les parties demanderesses ont manifesté l'intention d'aller en appel? Et si oui, est-ce que vous avez des écrits à cet effet-là? Non, j'ai juste vu dans les médias Fédération autonome de l'enseignement, Conseil canadien musulman, l'Association des libertés civiles, je pense, à date que j'ai vu qui souhaitaient porter en appel le jugement, parce qu'évidemment, le trois quarts du jugement ne fait pas leur affaire. Mais je n'ai pas vu leur déclaration d'appel, donc je ne connais pas leur argument, mais je présume que ça va être les mêmes arguments qui ont plaidé, qui ont été rejetés, qui vont reprendre en appel, mais lesquels, c'est ça qui va être intéressant. Je m'attends à ce qu'il y ait peut-être plus sur la clause dérogatoire, puis sur 28, peut-être moins sur les lois du 19e siècle, puis l'acte de Québec de 1774 et tout. Là. Ça, je m'attends à ce qu'ils ne reviennent pas avec ça, mais je peux me tromper. Il y a au moins deux questions en attente. Je ne les ai pas vues, David, je m'excuse. Michel Sirois demande, oui, après un tel jugement du juge Blanchard, pourrait-il avoir l'espoir d'avoir une promotion dans l'échelle de la hiérarchie des juges? Et ensuite, il y a Ferred qui a levé la main. Donc, oui, le juge Blanchard est juge à la Cour supérieure, donc il pourrait être nommé éventuellement à la Cour d'appel. C'est le gouvernement Trudeau qui nomme les juges de la Cour d'appel. Même chose pour la Cour suprême. Donc, il est tout à fait éligible à ce genre de promotion, surtout que, sauf erreur,
il n'est pas nécessairement en fin de carrière. Donc, je ne sais pas quel âge il a, mais il m'a l'air d'un type dans la soixantaine. Donc, il pourrait avoir le temps là, de se retrouver en cour d'appel ou en cour suprême. Et David, il y avait une autre question, tu dis? Bien, il y a Farid qui a levé la main. Monsieur Chiki? Farid Chiki, oui. Qui est là, M. Chiki? Vous êtes là, M. Chiki? Pouvez ouvrir votre micro, hein? Entendez comme ça. Oui, on vous entend. Bonjour. Oui. Guillaume, bonjour, bonjour tout le monde. Ma question est par rapport à la stratégie parce que, comme beaucoup de monde, j'ai été frustré, mal à l'aise avec ce qu'a fait le juge Blanchard. Est-ce que la stratégie va être la même pour l'appel? Est-ce que vous allez pratiquer de la même manière? Est-ce que vous allez travailler dans le même sens ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre façon d'interpeller les gens et de proposer, bien sûr, les réponses que nous attendons tous en tant que laïcs? Donc, en appel, c'est un petit peu différent parce qu'en appel, on ne refait pas le procès. On fait plutôt le procès du procès ou le procès du jugement. C'est-à-dire, par exemple, on ne va pas revenir avec nos témoins. Il n'y aura pas les témoins, ni les témoins experts, ni les témoins de fait, les parents, les enseignantes. Donc, ça va être vraiment juste de la plaidoirie sur le droit. Quoi qu'on peut en appeler aussi de questions de fait. Là. Le juge a fait des erreurs aussi sur les faits. Il n'y a pas accordé suffisamment d'importance à nos témoins, de nos parents, puis les témoins experts et tout. Donc, on pourra en appeler de ça aussi. Mais ça va être beaucoup plus un débat de droit que de témoins, que de faits, je pense. Et ça va être moins long. Il n'y aura pas 5 semaines de procès. Là. Ça risque d'être sur une semaine, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, là, mais ça va être plus quelques jours que quelques semaines. Donc, ça, c'est le côté plus judiciaire. Puis sinon, il faudra trouver le moyen de relancer la campagne de financement parce que ça coûte très cher. Il faut rédiger les déclarations d'appel, un mémoire d'appel. Ça demande beaucoup de recherche. Je vais chercher des étudiants bénévoles, puis on fait tout ce qu'on peut pour minimiser les frais. Ensuite, il faut signifier, donc, des fois par huissier à plein de parties, au camp, à Toronto et tout. Donc, ça coûte extrêmement cher, tout ça. Alors, il faudra continuer la campagne de financement. Il faudra continuer, même si le juge dit qu'il ne tient pas tient pas compte de l'opinion publique. D'ailleurs, dans son jugement, il dit qu'il ne tient pas compte de l'opinion publique favorable à la loi sur la laïcité, mais il tient compte de l'opinion de certains anglophones qui sont contre, par contre. Donc, là, encore là, il y a un deux poids, deux mesures. Mais bref, je pense que même si le juge dit qu'il ne tient pas compte de l'opinion publique, je pense que les juges ne peuvent pas être complètement insensibles. Donc, il faut continuer les conférences de presse, les lettres ouvertes, les activités sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut maintenir la pression. Puis le jugement aussi, ne serait-ce que pour l'emporter sur la question, entre autres, des commissions scolaires anglophones, je pense qu'il faut se battre pour la liberté de conscience de nos compatriotes anglophones. Alors, on continue. Je n'ai pas plus de précision, mais je sais qu'au mouvement laïque, avec Marie-Lou, notre responsable des coms, puis au Rassemblement pour la laïcité avec Claude et avec tous nos partenaires, dont l'Association des Nord-Africains pour la laïcité, je pense qu'on serait peut-être dû d'ailleurs pour se revoir au cours de l'été, faire une petite réunion là, de stratégie pour la suite des choses. Parce que, juste un commentaire, oui. C'est que les défendeurs contre les plaignantes, les plaignants en particulier, se sont retrouvés face à 3 adversaires, au moins, en dehors du juge, bien sûr, qui était pour les autres. Mais on a eu affaire aux commissions scolaires anglophones. Il y a eu tous les groupes de femmes voilées et leurs avocats et le conseil musulman, etc., etc. Et malheureusement, certains syndicats ou associations qui, justement, n'allaient pas dans le même sens que nous. Alors, c'est pour ça que je parlais de stratégie. La stratégie devrait être orientée vers chacun de ces groupes de manière à un petit peu atténuer leurs propos de façon que le juge prenne une décision en toute sérénité. Parce que les 600 000 musulmans du Canada ou les 300 000 musulmans du Québec, s'ils se mettaient à demander leurs droits par rapport à la laïcité ou à leur religion, vous imaginez un petit peu dans quelle situation on se trouverait. C'est un petit peu ça que je voulais dire, attirer l'attention. Et puis, puisque on pourra se revoir avec ACNAL, on pourrait en parler encore en large et en long.
Merci, merci à tous. Est-ce qu'on peut communiquer avec vous, Maître Rousseau, pour avoir le développement des procédures? Parce qu'il faut suivre ça de près, nous, là. Est-ce qu'on peut vous... Quand Oui. vous aurez... Oui? Tout à fait. Donc, vous pouvez tous m'écrire guillaume.rousseau@hotmail.ca. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Mais sinon, je pense que de manière générale, on va essayer via le site web du mouvement laïque de rendre public des documents quand c'est possible. Là. Je pense que la dernière fois, il me semble qu'on l'avait fait pour certains documents. Donc, il y a ça aussi qui peut être fait. On peut utiliser Zoom aussi pour réunir les gens. Hein? Oui, c'est vrai, on pourrait faire une réunion Zoom. Moi, j'ai une licence qui permet d'utiliser jusqu'à 300 participants en passant. Ah, génial. Je peux la mettre à disposition de tout le monde. Pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Binette, êtes-vous toujours là? Je n'ai pas vu son nom dans les Moi, je l'ai participants. vu. Il n'a pas indiqué son nom, mais je l'ai vu. Mais enfin, ce n'est pas grave. Mme Serrois, est-ce que vous avez des choses à dire, Mme Serrois? Si vous ouvrez votre micro, si vous voulez ouvrir votre micro, j'aimerais ça vous entendre. Oui, bonjour, Mme Serrois. Bonjour. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Pour les droits des femmes du Québec, dont je suis la vice-présidente, on regarde les notions d'appel. Au-delà de la frustration du fait qu'ils ont plaidé complètement pour ne pas reconnaître notre experte, le juge a fini par reconnaître l'experte, mais pas du tout son expertise, donc ce qui revient à la même chose, n'est-ce pas? Alors donc, on regarde parce que par rapport aux droits des femmes, les droits collectifs des femmes, le juge n'avait pas du tout d'ouverture, bien sûr. On l'a pu le constater. Alors donc, on va regarder pour défendre ces droits-là. Et c'est très frustrant de voir ces notions-là parce que surtout quand on regarde la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, qui en 2013-2012 avait fait un sondage auprès de ses membres et il y avait plus de 1200 membres qui étaient en faveur d'une laïcité complète, pas juste à l'école ou les juges, là, les policiers, complète de l'État. Et l'exécutif et quelques militants qu'on connaît maintenant pour les woke à l'intérieur de Québec solidaire. Je nommerai pas de nom, pas qu'ils me poursuivent, parce qu'on passe sur les poursuites, mais ils étaient à l'intérieur de leur réunion au mois de juin 2013 et ils ont fait renverser par 5-6 votes toute la position des membres. Et moi, je l'ai posé la question à un des procureurs de la FAE lors du procès au palais de justice. Est-ce que l'exécutif de la FAE a un mandat de ses membres pour poursuivre comme ça? Et la personne s'est défilée et s'est en allée loin dans le fond du palais de justice, mais ne voulait pas me répondre parce qu'effectivement, la FAE, comme syndicat, n'a pas de mandat de sa base du tout, mais ils ont l'argent du fédéral, ils ont l'argent des membres. Moi, je trouve que leur position est peut-être légale, mais illégitime totalement. Alors, je souhaite qu'il y a des membres de la FAE, de la Fédération autonome de l'enseignement, se réveillent et demandent des comptes à leur exécutif. Je pense, si mon souvenir est exact, là, en commission parlementaire, la FAE était venue, puis ils étaient contre l'interdiction, les dirigeants syndicaux étaient contre l'interdiction du port de signes religieux par les enseignants, mais ils étaient pour l'enseignement à visage découvert. Puis ils étaient même pour que les élèves soient à visage découvert, si je me souviens bien. Puis même la loi n'est pas jusque-là, sauf pour les fins d'identification. Donc, ça, c'est en commission parlementaire, donc c'est public. Là. Vous pourriez aller dans les archives de l'Assemblée nationale, retrouver l'extrait avec le président du syndicat qui dit qu'il est pour l'interdiction du visage couvert et pour les profs, puis surtout pour les élèves. Et là, maintenant, ils défendent la position. Leurs avocats défendent la position contraire. Là. Exactement. Leurs avocats sont pour là, les enseignants à visage couvert. Là. Oui, mais il y a certains de ces avocats-là reçoivent des prix de mouvance des frères musulmans. Alors donc, on se demande jusqu'à quel point ils sont inféodés. En tout cas, moi, je me pose des questions. Alors, voilà.
J'aimerais bien entendre Mme Clément. Il y a Michel Clément qui est là, que j'aime beaucoup, moi, dans ses écrits. Est-ce que Mme Clément a des choses à dire? Si oui, vous pouvez ouvrir votre micro, Mme Clément. On va vous entendre avec intérêt. Non? Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Bon, je pense que je viens de trouver comment activer mon... Ah, bonjour, Mme Clément. Oui. Est-ce que vous avez des choses? Je suis en train de me familiariser là, avec tout ça parce que, disons que j'ai suivi à travers les écrits sur les journaux, les discussions, mais je ne me suis pas penchée personnellement sur les textes et puis ce à quoi je pourrais les relier dans ma vie et dans mon expérience. Donc, pour le moment, je n'ai pas grande opinion à exprimer, mais je vais continuer à suivre. OK, Mme Clément. Monsieur Housseau, est-ce que votre livre il serait disponible à un moment donné en format numérique? Pensez. Vous savez Bonne pas? question. J'ai posé la question à François Côté, il ne m'a pas donné de réponse. Oui, vous pourriez peut-être écrire à mon éditeur, oui. édition avec un s.droit.sherbrooke.ca. OK, parce que c'est beaucoup. J'imagine que ça pourrait. Peut-être ça coûterait un peu moins cher parce que comme il fait tout près de 700 pages, ben, il n'est pas donné. Là. Donc, peut-être qu'en format électronique, ça serait un petit peu moins cher. OK. David, as-tu des choses à dire? Non, non. Alors, on a pas mal fini. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? On n'a pas même épuisé notre temps. C'est bon, il est 4h moins 10. Alors, s'il n'y a personne qui va intervenir... Moi, je voudrais... oui, Mme Sirois, allez-y. Je voudrais remercier de façon personnelle, moi aussi. collective, Guillaume, là, ben oui. Pédagogue. J'étais pour lui écrire personnellement, mais là, je le dis publiquement, là. Pédagogue, clair, rigoureux. C'était un plaisir. Je devais être à l'hôpital avec mon frère, mais je l'ai laissé là pour venir, pas manquer ta conférence. Alors, tellement que c'était, je n'ai pas regretté. Ça m'a éclairci beaucoup mes idées. Vraiment, tu es un pédagogue exceptionnel. Merci beaucoup, Guillaume. Moi aussi, j'en profite pour vous. Moi aussi, j'en profite pour vous remercier, professeur Housseau. Ça me fait plaisir de vous écouter. Là. Puis on va continuer le combat parce que il y a encore du travail à faire beaucoup. Hein. Entre autres, l'article 3, là, la question du usage du courage, je trouve ça aberrant. Moi, je vais travailler là-dessus. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Nous avons peut-être une ou deux questions qui nous restent. Là. Oui. Je pense qu'Amou avait une question. Je peux la lire si vous voulez. Oui. Vas-y, Amou. Ouais, merci. Alors, c'était pour Maître Rousseau. Donc, la laïcité est le libre exercice du culte sous le contrôle strict de l'État pour des motifs d'ordre public. Donc, c'est là où naît la neutralité de l'État, la liberté religieuse et surtout l'émancipation de l'individu. Alors que pour moi, la loi 21, c'est du sécularisme et non pas de la laïcité. Donc, je voulais savoir ce que vous pensez de ça. Et je voulais aussi vous remercier de votre conférence. La vulgarisation, le côté pédagogique était parfait. Donc, merci beaucoup. Merci pour à tout le monde. Hein, j'en profite pour vous remercier parce qu'on travaille fort avec Maître Luc Allary puis plusieurs autres, entre autres au mouvement laïque, mais je sais qu'il y a plein de gens qui travaillent aussi dans d'autres organismes, à PDF, LPA et au Rassemblement pour la laïcité également. Mais dans le fond, c'est possible notre travail parce qu'il y a vous, chacun d'entre vous individuellement, qui nous suivez, qui nous appuyez, qui intervenez de votre côté. Fait que c'est vraiment super utile tout ce que vous faites dans chacun de vos groupes. Puis comme avocat, allez plaider ça sans savoir qu'il y a du monde derrière qui sont là, qui sont d'accord avec nous, puis qui sont prêts à aller au bas de temps en temps aussi. Là. Ça serait pas très motivant si on était seul, moi et Maître Allary. Donc, c'est de vous savoir derrière. Là, c'est un gros plus. Donc, lâchez pas sur les réseaux sociaux et partout. Là, ça nous fait vraiment chaud au cœur, puis ça nous encourage beaucoup à poursuivre. Fait que merci à vous aussi. Sinon, pour répondre à la question, effectivement, on pourrait faire cette nuance-là. Puis c'est vrai qu'avec la loi sur la laïcité, il n'y a pas ça, il n'y a pas la question d'un ministre responsable des cultes, par exemple. On n'a pas ça comme en Turquie, il y a ça en France, à certains égards également.
et peut-être que ça manque. On l'a vu dans le contexte de la COVID où finalement, ce n'était pas toujours évident qui était l'interlocuteur du gouvernement par rapport à des communautés religieuses qui pouvaient avoir des revendications particulières. Fait que là, c'était la santé publique qui gérait ça. Ils ont une expertise en santé publique, mais pas en religion. Alors là, est-ce que le ministre responsable de la laïcité a quand même pu avoir son mot à dire? Je ne le sais pas. Donc, il y aura peut-être effectivement une réflexion à pousser de voir comment, au-delà de la question de la laïcité, de la neutralité, de sortir les religions de l'État, il en demeure pas moins qu'il doit y avoir des relations entre l'État et les cultes, là, comme on l'a vu avec la COVID. Donc, à ce moment-là, comment gérer ça? C'est quoi le rôle du ministre responsable de la laïcité par rapport à des ministres sectoriels appelés à interagir avec des représentants de culte? Il y a une vraie réflexion à faire de ce côté-là. Vous avez raison. Oui. Il y a quelqu'un qui me demande si la conférence peut être partagée sur les réseaux sociaux. Je pense que oui, hein, David va s'occuper de ça. Elle va être disponible. Nous allons mettre la vidéo sur YouTube et sur notre site web et ça va être partageable. Félix vient de lever la main encore une fois. Félix de Chiki. Oui, que je salue encore. Je suis très content de l'avoir, M. Chiki, avec nous. Hein. Mon micro, par mon système, ne fonctionne pas. On vous entend. Alors, on vous entend. La question s'adresse à Maître Guillaume Rousseau. En fait, j'ai trouvé beaucoup de lacunes concernant justement les histoires de voile, les histoires de c'est ma religion, c'est ma personne et tout. J'ai eu, depuis à peu près 3 mois, à présenter une conférence intitulée Islamiste, musulman versus islamiste. Et j'aborde cette question de distinction entre le musulman en général et l'islamiste, ou encore l'islam en général, avec toutes ces écoles juridiques, tous ces aspects-là. Et je me demandais si ça ne serait pas intéressant pour vous, pour vos collègues qui allaient plaider, d'écouter un petit peu ce que je pourrais dire et qui est dit par les exégètes de l'islam et tout ce qui s'ensuit. Ça pourrait peut-être utile. Et je vous assure que là où je suis passé, il y avait toujours une soixantaine jusqu'à 80 personnes fort intéressées par ce que j'avais dit et qui ont vérifié très souvent ce que j'ai dit et qui sont revenus m'ont écrit pour me dire, écoutez, c'est quelque chose que nous n'avons pas, il faudrait le présenter plusieurs fois. Alors, c'est une suggestion, vous pouvez me faire appel à tout moment si ça vous intéresse, on pourrait en parler en aparté si vous voulez. Et puis vous déciderez s'il faut aller plus loin ou non. Voilà, pour être pratique. Je suis intéressé à vous entendre. Si vous avez même une version écrite, vous pouvez m'envoyer ça. Par contre, c'est sûr que pour plaider, c'est moins évident parce que normalement, il aurait fallu que vous ayez un rapport d'expert en première instance pour qu'on puisse le plaider en première instance, m'en appelle. Mais bon, des fois, ça peut quand même, de l'avoir derrière la tête, un peu plus de connaissances, ça peut quand même être utile. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des invitations ou des documents. Okay. Je souligne également que M. Chiki, vous êtes sur notre liste des conférenciers probables et possibles pour les prochains mois. Ça, je le savais. On va vous inviter. Puis, je voudrais dire une chose aussi pour professeur Rousseau, c'est qu'il y a très peu de gens, de juristes au Québec, connaissent le droit musulman et arabe. Hein. Très peu. Nous, on a fait une conférence là-dessus. Le meilleur expert, à notre avis, on l'a invité, c'est le docteur en droit en Suisse. Il s'appelle Sami Aldib. C'est vraiment, vraiment intéressant parce que les gens ne connaissent pas le droit musulman et arabe. Le fondement du droit musulman, la pensée du droit musulman et arabe, c'est très, très important. On le fait et on va continuer à le faire d'ailleurs, cet aspect-là. Alors, je remercie tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, je voulais faire une remarque. Oui, allez-y. Bon, moi, je suis anthropologue et féministe. J'ai été déçue quand même qu'il n'y a personne qui a vraiment travaillé l'aspect anthropologique de question du voile. Puis pourquoi ce voile, à chaque fois qu'elles disent, elles ont dit, ben c'est ma croyance, c'est intégré, je l'ai découvert. Il n'y a pas grand monde qui a interpellé les témoins comme quoi il n'y a pas d'hommes qui se sentent appelés à prendre un voile, c'est toujours des femmes. Puis qu'elles sont appelées au moment où s'approchent les menstruations et après. Donc, on peut voir toute la dimension du contrôle de la fertilité, de la reproduction chez les femmes. Et ça n'a pas été plaidé nulle part.
ni mis en contradiction avec toutes ces femmes qui disent « Ah, c'est venu, tout à coup, j'ai découvert la vérité. » Ben oui, les hommes, la piété, les hommes, qu'est-ce qu'ils font, eux autres, ces pauvres hommes, quand ils se sentent pieux puis découvrent leur religion? Personne n'a mis en contradiction cet aspect-là parce qu'il n'y a personne qui a fait l'anthropologie. Il n'y avait pas d'expert anthropologue. En tout cas, moi, j'aurais aimé ça, pouvoir aller faire la démonstration, ce que je fais aussi dans mes conférences. J'ai trouvé ça dommage parce qu'on les laissait dire des choses qui étaient faciles à mettre à porter des obstacles puis des objections. Pourquoi les hommes de votre communauté, qu'est-ce qu'ils font quand ils sentent qu'ils sont pieux? Ah, rien que les femmes pieuses qui portent le voile. Les gars, ils font quoi? Eux autres ne portent rien. Pas besoin d'exprimer. Donc, c'est le sexisme du voile qui n'a pas été suffisamment questionné. Ça a été fait par l'experte pour les droits des femmes du Québec, PDF Québec, un petit peu, mais ça a été complètement rejeté. Mais s'il était venu, je pense qu'elle n'aurait pas pu avoir autant de... Nous présenter ça de façon aussi naïve et certitude. Ah, ben moi, j'ai découvert ça. Ben oui, tu as découvert ça, mais il n'y a aucun homme qui le découvre. Quel hasard. J'aurais aimé ça qu'on montre la différence, justement, de cette supposée piété de leur identité liée à leur sexe. OK? Merci. C'est tellement vrai ce que vous dites, madame, que moi, je dis toujours que si ce n'était pas du voile, il n'y en aurait pas eu probablement de loi 21 de la façon dont on l'a fait. Il n'y en aurait pas eu parce que la déconfessionnalisation s'est faite quand même de façon assez pacifique. Il n'y aurait pas eu d'affaire RAC. Donc, c'est fondamental, ça. C'est un combat politique, essentiellement politique. Et les adversaires de la loi se servent de ça comme argument pour dire que ça discrimine les musulmans et surtout les musulmanes. Tandis que c'est leur religion qui fait la discrimination. C'est un peu comme si on disait que la loi contre le vol discrimine les voleurs. Enfin, on a pas mal terminé, hein, David, Monsieur le Président? Oui, je remercie tout le monde, surtout Maître Rousseau, mais tout le monde qui assiste, qui a posé des questions. Merci beaucoup de votre présence.